Il était méprisé pour son apparence faible, mais il choque tout le monde quand il découvre qu'il est en fait le maître du clan de chasseurs le plus fort. L'histoire commence avec un groupe d'enfants qui rêvent de devenir des chasseurs de trésors. Nous apprenons que les chasseurs de trésors explorent des ruines connues sous le nom de chambres fortes pour obtenir les richesses et les reliques cachées à l'intérieur, mais ils risquent leur vie en combattant des monstres connus sous le nom de fantômes. Nous rencontrons un garçon nommé Cry alors qu'il se rend à un entretien où le clan le plus fort recrute de nouveaux membres. Pendant qu'il fait la queue, une fille nommée Ruta se présente et elle note qu'elle a toujours été une chasseuse solo. Mais après avoir eu des problèmes avec une chambre forte appelée le repère du loup blanc, elle a décidé d'essayer de rejoindre un groupe. Un chasseur nommé Greg les surprend et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse s'attaquer au repère en tant que chasseur de niveau 3. Il la traite d'amateur, disant qu'elle ne pourra pas rejoindre les premiers pas car c'est l'un des principaux clans de la capitale, ce qui la met en colère, et elle note qu'il n'y a aucune exigence pour rejoindre le clan. Elle sort ses poignards et se prépare à se battre, mais un homme leur dit d'arrêter, disant que s'ils continuent à causer des troubles, ils ne seront pas recrutés. Après cela, Ruta est surprise de voir autant de chasseurs car elle n'a jamais été dans un tel endroit, mais Cry note que c'est sa 5e fois. Nous apprenons que le clan est composé d'un certain nombre de groupes différents, et Cry mentionne que le groupe Arc Brave est le plus fort là-bas, disant que leurs 6 membres ont pu conquérir une chambre forte de niveau 7. Il note que si leur chef Arc accepte un chasseur dans leur groupe, ils sont assurés de réussir, mais il mentionne qu'ils n'ont pas accepté de nouveaux membres par le biais de l'un de ces entretiens. Ruta voit une table vide et interroge Cry à ce sujet, mais Greg l'interrompt une fois de plus en disant que c'est pour le fondateur des premiers pas. Il appelle à la table des Grivers et Cry pense à la façon dont les Grivers sont arrivés dans la capitale il y a quelques années, mais ils ont rapidement pris le pouvoir en devenant l'un des groupes les plus célèbres avec leur nom officiel étant les Âmes en deuil, et c'est le groupe de ses amis d'enfance. Greg note que c'est la première fois que les Grivers recrutent de nouveaux membres depuis des années, c'est pourquoi tant de chasseurs se sont rassemblés. Un garçon nommé Gilbert commence soudainement à crier en exigeant de savoir où sont les Grivers, révélant qu'il est déjà au niveau 4, mais une fille nommée Tino l'interrompt en disant qu'il n'est pas nécessaire là-bas. Elle se prépare à lui donner une leçon en disant que c'est elle qui devrait être dans les Âmes en deuil, mais un homme l'arrête car leurs ordres sont de régler les choses pacifiquement. Mais tout le monde se rassemble et dégage la zone pour les voir se battre. Cry dit à Rida qu'il devrait sortir pour ne pas se faire prendre dans le combat, et il commence à s'éclipser. Alors que le combat est sur le point de commencer, Gilbert charge son épée, mais Tino remarque Cry, et elle se précipite vers lui à la place. Elle l'appelle maître, et nous apprenons qu'il est le chef des Âmes en deuil et le maître des premiers pas. Nous revenons au moment où Cry et ses amis sont arrivés pour la première fois dans la capitale où ils ont terminé les coffres forts pour débutants en un temps record. Nous voyons Cry sur le point d'être mangé par un monstre, mais il est sauvé par son ami, et il le félicite d'avoir agi comme appât. Mais en réalité, il n'avait aucune idée qu'il y avait un monstre derrière lui. Tous rêvaient de devenir des chasseurs de trésors, mais comparé à ses 5 amis qui étaient incroyablement talentueux, il pense qu'il est juste ordinaire, et il sait que s'il continue à les suivre, il ne sera qu'un fardeau pour eux. Il pense que ses amis sont trop gentils pour lui dire qu'il est faible, alors il décide de quitter le groupe. Mais quand il leur parle de sa décision, ils lui disent de devenir leur chef à la place. Cry dit à Ark qu'il était en retard parce qu'il avait trop dormi, mais Ark pense qu'il plaisante et Tino ne semble pas l'aimer. Ark pense que Cry se fondait dans la masse des chasseurs pour les évaluer, mais Cry note qu'il a vraiment juste trop dormi. Tino pense que Cry devrait expulser Ark du clan parce qu'il est impoli, et Ark demande à Cry s'il a trouvé de bons candidats. Cry pense qu'il a déjà assez de membres, mais il demande à Ark s'il est prêt à accueillir un nouveau chasseur. Ark mentionne qu'il fait confiance à son jugement en disant qu'il prendra n'importe qui que Cry choisit, mais cela met une fille de son groupe en colère. Tino pense que Cry va la recommander, alors elle note qu'elle préférerait rester avec lui. Gilbert provoque une autre scène et Cry lui demande s'il est avec un autre groupe, mais il note que cela n'a pas d'importance. Il pense que Gilbert ne sera pas un atout pour lui dans son état actuel, mais il pourrait devenir fort si le groupe d'Ark l'entraîne. Cry sait qu'il n'a pas l'œil pour le talent d'une personne, ce qui signifie que peu importe qui il choisit, tout est basé sur la chance. Il mentionne que la chose la plus importante pour un chasseur est de ne jamais abandonner, et il dit à Gilbert de leur montrer sa force. Parce que s'il est faible, il mettra tout le monde autour de lui en danger. Cry révèle qu'après être devenu un chasseur, il n'a pas perdu un combat,
ce qui choque Gilbert, mais c'est vraiment juste parce qu'il n'a pas eu un vrai combat. Il enlève sa bague en disant à tout le monde que la personne qui la récupérera sera recommandée à Arc, et alors qu'il jette la bague vers les chasseurs, Gilbert l'attrape, mais Tino le frappe instantanément et l'envoie voler. Les chasseurs commencent à se battre pour la bague, et Cry mentionne que c'est une relique. Il donnera donc la bague à la personne qui réussira à la récupérer. Le lendemain, la vice-maîtresse des premiers pas nommée Eva dit à Cry qu'il a fait la une du journal à cause de la bagarre qui s'est produite à propos de la bague. Il se demande si des civils ont été blessés, alors elle lui dit que non, mais mentionne qu'ils ont reçu un appel de l'association des explorateurs. Il lui demande ce qu'Arc a pensé de l'article de journal, et elle mentionne qu'il a juste ri en le lisant. Alors Cry lui dit de lui facturer la facture de réparation. Eva note qu'il compte trop sur Arc, et elle lui dit que l'association des explorateurs lui a demandé de venir. Il sait donc que s'il néglige la question, le chef leur rendra visite à la place. Il mentionne qu'il ne peut pas sortir car il n'a pas de garde du corps, et même sa relique de transformation du visage est cassée, mais Eva lui dit qu'il ne sera pas attaqué pendant la journée. Cry se rend à l'association des explorateurs, où il supplie instantanément le chef Garg de lui pardonner, et la fille à côté de le calme. Elle lui donne un livre, et Garg mentionne que même si un rapport sur les ennuis qu'il a causés n'a pas été déposé, un clan aussi grand que les premiers pas devrait être un exemple pour les autres chasseurs. Cry sait que l'association reçoit beaucoup de demandes, mais certaines d'entre elles ont de faibles récompenses ou sont extrêmement difficiles, ce qui fait que personne ne les acceptera, et les chasseurs considèrent ces demandes comme des corvées. Cry se rend compte que Garg veut qu'il accepte l'une des missions, alors il décide de le faire car il doit quelque chose à Garg, mais il mentionne qu'il n'a rien fait de si grave. Garg lui permet de choisir une mission à son goût, alors Cry parcourt le livre et sélectionne une demande de niveau 3, pensant que cela ressemble à une mission de sauvetage facile. Mais après son départ, Garg est impressionné, pensant qu'il a choisi le travail le plus dangereux exprès. Cry va trouver Arc, afin qu'il puisse lui donner la mission, mais Tino révèle qu'il a été appelé et que tous les autres membres sont également occupés. Elle montre qu'elle a fini par avoir sa bague, et elle est heureuse de pouvoir la garder. Cry lui demande si elle est libre, ce qui la rend heureuse car elle pense qu'il veut passer du temps avec elle. Mais quand il lui parle de la mission, elle s'enfuit instantanément. Cry invoque une créature de sa chaîne qui la récupère, et elle mentionne qu'elle pensait qu'ils allaient s'amuser ensemble, mais il la force à faire une corvée à la place. Elle mentionne qu'elle n'est qu'au niveau 4, donc elle ne peut pas sauver 5 personnes toute seule, mais elle se met encore plus en colère quand Cry dit à Gilbert et aux autres de l'accompagner. Nous revenons 6 ans en arrière, lorsque Cry et ses amis sont arrivés pour la première fois à l'association pour s'inscrire en tant que groupe, mais Cry a peur d'entrer. Il pense qu'il ne fera que retenir tout le monde, alors il devrait juste partir. Mais son ami lui couvre la porte en annonçant qu'il est le plus fort épéiste du monde. Il note comment Cry lui a toujours dit qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes, c'est pourquoi il utilise une épée en bois pour se battre. La réceptionniste dit à Cry de choisir un nom et un symbole de groupe, mais ils n'y ont pas pensé. La réceptionniste note donc que le nom reflètera l'esprit de leur groupe, leur disant de choisir judicieusement. Cry décide de profiter de l'occasion pour montrer à tout le monde à quel point il est un mauvais chef, alors il choisit le nom d'âme en deuil, que tout le monde n'aime pas car ils sont censés être un groupe de héros, mais un nom comme les âmes en deuil les fera paraître antisociales. Christ dit qu'il n'est pas fait pour être leur chef, mais ils changent tous d'avis et décident qu'ils l'aiment pour qu'il ne les quitte pas. De retour dans le présent, Greg est toujours choqué que Cry soit le maître du clan, et il se rend compte que Cry est un chasseur de trésors de niveau 8 connu sous le nom d'Emile Tour. Gilbert refuse de croire que Cry est le chasseur le plus fort de la capitale parce qu'il ne ressemble même pas à quelqu'un qui s'entraîne, et Tino dit qu'elle ne peut pas faire équipe avec Gilbert car il ne fait que parler, mais Cry pense à la façon dont il ne fait que parler aussi. Cry leur demande s'ils sont prêts à aider, mais Gilbert refuse de l'écouter car il ne le reconnaît pas, alors Cry décide de le laisser de côté. Alors que Cry est sur le point de partir, Gilbert lui dit de le combattre, disant que s'il perd, il les rejoindra parce qu'il refuse de suivre quelqu'un de plus faible que lui, mais Cry lui dit de combattre Tino car elle est la chef de leur groupe. Gilbert mentionne qu'il a baissé sa garde quand il l'a combattu avant, mais il ne va pas faire la même erreur, et il dit à Cry qu'il le combattra ensuite après avoir vaincu Tino. Cry révèle que Tino est également une chasseuse de niveau 4, et elle note que même si elle n'est rien comparée à Cry, elle ne perdra toujours pas contre Gilbert.
Elle jette ses armes pour ne pas le tuer accidentellement, ce qui inquiète Ruta, et Greg mentionne que s'ils se battent de front, Tina n'aura aucune chance car elle est une voleuse. Cry sait que même si leurs niveaux sont les mêmes, il y a toujours un grand écart dans leurs compétences, et Tina était plus expérimentée dans les combats en tête-à-tête. Il pense que l'épée du purgatoire de Gilbert décidera du résultat de leur combat, mais Gilbert la jette en disant qu'il n'a pas besoin d'une arme pour combattre une fille non armée. Tino note que si elle gagne, Cry mangera une glace avec elle et il ne peut pas résister après avoir vu le regard sur son visage. Alors que le combat commence, Tino se précipite vers Gilbert, et même s'il esquive sa première attaque, elle parvient quand même à le frapper et à l'envoyer voler. Gilbert refuse d'abandonner et essaie de la frapper, mais elle le bloque avec sa jambe, en disant qu'elle n'y est pas allée à fond. Elle décide de lui donner une leçon pour qu'il ne manque plus jamais de respect à Cry, et elle le frappe derrière la tête, le faisant tomber au sol, surprenant Greg et Rudolph par sa force. Gilbert repense à l'époque où, plus jeune, il était plus fort que tous ceux qui l'entouraient. Et après être allé au capot, il a rejoint un groupe, et à force de conquérir les caveaux, il pensait qu'il ne pourrait jamais être vaincu. Tino mentionne que s'il veut toujours se battre, il devrait utiliser son épée, mais quand il refuse de la ramasser, elle lui dit qu'il ne devrait pas laisser son orgueil causer sa perte, ce qui lui fait réaliser que s'il se battait sérieusement, il serait déjà mort. Cry remarque que Gilbert a quitté son ancien groupe parce que l'écart de compétences était trop grand, et Cry mentionne qu'il a vécu la même chose avec son propre groupe, mais qu'ils ne se sont pas abandonnés. Cry sait que ce sont ses amis qui ne l'ont pas abandonné, et Gilbert est choqué de voir que même si les âmes en deuil sont composées des chasseurs les plus forts de la capitale, ils font quand même preuve de pitié. Cry donne un coup de pied à l'épée de Gilbert et active son pouvoir, ce qui le choque que Cry puisse manier l'épée, parce que même lui est incapable d'invoquer des flammes aussi puissantes. Mais Cry a pu le faire sans même la tenir dans ses mains. Nous avons appris que la substance qui serait le fondement du monde s'appelle la matière mana, et qu'elle est présente partout mais invisible à l'œil nu. Les caveaux de trésors sont des endroits créés à partir de matière mana concentrée, et la tanière du loup blanc est le caveau où Cry envoie Tino et les autres. Il y avait à l'origine un monstre loup appelé la lune d'argent qui y vivait, mais ils ont été chassés jusqu'à l'extinction, ce qui a fait apparaître un caveau de trésors ainsi que le fantôme d'un loup de sang pur. Cry trouve le caveau terrifiant, mais il pense que Tino et les autres vont bien s'en sortir puisqu'ils sont à un niveau similaire. Eva l'interroge sur l'épée du purgatoire, et il mentionne que c'est une relique tellement facile à utiliser que même Gilbert, qui n'a aucune connaissance de son fonctionnement, peut encore utiliser une partie de son pouvoir. Il se demande si Gilbert va lui vendre l'épée, et Eva mentionne qu'il ne devrait pas gaspiller d'argent pour cela puisqu'il a déjà des reliques similaires. Mais il note que toutes les reliques sont différentes. Elle lui dit qu'il devrait faire attention à ses dépenses, peu importe l'argent qu'il reçoit des personnes en deuil, et Cry pense que tous les membres des personnes en deuil reçoivent une part égale de l'argent qu'ils gagnent grâce aux chasses, même s'ils n'ont pas contribué. Cry voit qu'il a oublié de charger sa relique, alors il va voir une fille qui la charge pour lui, et l'homme avec elle lui parle d'un fantôme errant de niveau 3 qui est apparu sur la route du Nord où il a anéanti une caravane, qui était escortée par 3 gardes de niveau 3. Il mentionne que le fantôme a pris la forme d'un loup, et qu'il venait de la tanière du loup blanc, ce qui inquiète Cry, mais il se dit que Tino et les autres vont bien s'en sortir. Il note que les fantômes deviennent plus forts, il y a donc eu des discussions sur la modification de leur niveau de certification. Parce qu'un autre groupe a disparu il y a quelques jours, qui était dirigé par un chasseur de niveau 5 nommé Rudolph. Cry relit la quête, et il se rend compte qu'il a oublié de lire la partie où il est mentionné que les personnes qui doivent être sauvées sont Rudolph et 5 autres chasseurs de niveau 5. Et les autres sont choqués quand Cry mentionne qu'il a envoyé Tino dans la tanière du loup. Après son départ, il pense qu'ils vont bien tant que Gilbert a son épée du purgatoire, mais il s'inquiète parce qu'il ne sait pas si Gilbert a chargé l'épée après l'avoir utilisée. Pendant ce temps, Tino dit aux autres que la quête ne sera pas facile puisqu'elle leur a été confiée par Cry, c'est pourquoi elle a écrit son testament avant de partir. Ils pensent tous que Cry a dû les choisir pour une raison, mais il les a vraiment tous choisis au hasard. Cry pense qu'ils peuvent simplement revenir si les choses dégénèrent, mais il sait que Tino ne reculera pas quelle que soit la situation. Il décide donc de les rattraper avant qu'ils n'atteignent le caveau, et il prévoit de dire à Ark de terminer la quête une fois qu'ils seront de retour. Il ouvre une pièce secrète, et il emballe autant de reliques qu'il peut en regardant un coffre-fort particulier. Alors qu'il se prépare à partir, Eva le voit essayer de sortir. Elle sait qu'il s'inquiète pour les autres,
et elle est surprise de le voir prendre la relique de Slim de Citri, mais il lui assure qu'il n'est pas assez stupide pour avoir quelque chose d'illégal. Mais il pense que toutes ces reliques offensives sont à court de mana, il doit donc l'apporter en dernier recours. Il utilise une autre relique pour s'envoler, et le mal s'inquiète pour lui car c'est incroyablement difficile à contrôler. Pendant ce temps, Tino et les autres sont attaqués par un fantôme, et ils sont choqués parce qu'il porte une armure et a une épée. Mais Tino est déterminé à répondre aux attentes de Cry à son égard. Nous revenons à l'époque où les âmes en deuil ont commencé à travailler dans la capitale, et Luke est surpris que son épée se soit brisée contre un fantôme. Alors qu'ils parlent de la façon dont ils ont vaincu un cyclope, un homme ivre les entend, et ils pensent qu'ils doivent inventer une histoire parce qu'il est impossible qu'un fantôme de niveau 4 apparaisse dans un caveau de niveau 1. Mais il est choqué quand il lui montre l'œil du cyclope. De retour dans le présent, Tino et les autres ont réussi à vaincre le loup, mais ils sont surpris qu'il y ait un fantôme aussi fort dans un caveau de niveau 3. Greg demande à Gilbert pourquoi il n'a pas utilisé ses flammes pendant le combat. Il mentionne donc que l'épée est à court de mana, réalisant que c'est parce que Cry l'a utilisée. Ruta pense qu'il devrait se retirer, et Greg note que les personnes qu'ils sont chargés de sauver doivent déjà être mortes. Mais Tino refuse de changer le plan en disant que les gens sont toujours en vie. Elle pense que tout se passe comme Cry l'avait prédit, et elle dit à Gilbert que Cry a délibérément épuisé le mana de son épée, afin qu'il se rende compte qu'il ne devrait pas dépendre d'une relique. Il tombe sur un groupe de loups, et Gilbert décide de prendre les devants, en disant que s'il peut se débarrasser de ceux qui ont des arcs et des fusils, ils peuvent facilement vaincre les autres. Tino le traite de stupide, mais il mentionne que même sans mana, son épée est plus forte qu'une épée normale. Mais elle lui dit que Cry lui a fait confiance en tant que chef, alors elle veillera à ce que tout le monde survive. Elle note qu'elle et Ruta attireront les loups, disant à Greg et Gilbert de profiter de l'occasion pour les attaquer par derrière. Elle mentionne qu'elle n'utilisera jamais personne pour se protéger, mais nous voyons Cry souhaiter qu'au moins elle survive même si elle doit utiliser les autres membres comme bouclier. Ils ont réussi à vaincre les loups et Tino sait que même si leurs adversaires sont beaucoup plus forts, ils ont toujours un avantage puisqu'ils peuvent compter sur le travail d'équipe, tandis que les loups n'ont aucune notion de travail en équipe. Elle pense que même si leur groupe a été formé sur le champ, ils travaillent toujours bien ensemble, et elle pense que tout a été planifié par Cry. Ils sont attaqués par d'autres loups, et pendant qu'ils se battent, Gilbert se souvient de l'époque où il a quitté son ancien groupe, mais il réalise qu'ils faisaient de leur mieux, et il n'a jamais pensé à leurs sentiments. Gilbert tranche le loup avec l'aide de Greg, et il est heureux d'avoir enfin de forts alliés. Alors qu'ils avancent, Tino sent le boss, et Greg se demande s'il devrait se retirer. Mais Tino note qu'ils ont réussi à aller aussi loin sans se blesser, alors elle pense qu'ils trouveront une solution contre le boss. Elle lui dit qu'ils doivent parfois prendre des risques, mais il note qu'une fois qu'un chasseur atteint le niveau 4, il peut vivre une vie facile en conquérant des caveaux de bas niveau, et il évite les combats qu'il ne peut pas gagner parce qu'il a vu ses camarades mourir. Tino mentionne que Greg est un chasseur depuis longtemps, mais il est quand même venu rejoindre les premiers pas. Alors ce doit être parce qu'il veut accomplir quelque chose, et elle pense que c'est la raison pour laquelle Cry l'a sélectionné. Elle dit à Greg et Gilbert que la mission est la façon dont Cry les aide, mais Ruta se demande pourquoi elle a été sélectionnée, et Tina se demande si c'est à cause de sa poitrine. Il tombe sur le boss, et Tina voit qu'il ne porte pas de casque, alors elle pense que ce doit être son point faible. Elle dit à tout le monde d'arrêter ses mouvements, et il se précipite vers lui, mais il envoie Greg voler et brise son épée. Alors qu'il s'apprête à le frapper avec sa hache, Ruta le pousse hors du chemin, et Tino se prépare à attaquer. Elle saute en l'air, et même si le loup la frappe à la jambe, elle le vainc quand même en lui poignardant le cou. Tino utilise une potion pour guérir sa jambe, et Greg est surpris que son épée se soit brisée pendant le combat, mais Gilbert mentionne qu'il devrait être heureux d'avoir survécu. Tino donne une autre épée à Greg, mais 4 autres loups apparaissent soudainement et les attaquent, ce qui les choque puisqu'il y a plus d'un boss dans le caveau. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire, et Tino leur montre le chemin qu'ils peuvent utiliser pour s'échapper, mais il est bloqué par l'un des loups. Gilbert et Greg décident de rester en arrière pour servir de leurre, afin que Tino et Ruta puissent s'échapper, mais Tino refuse de sacrifier qui que ce soit. Elle leur dit d'attaquer les yeux des loups, alors Gilbert se précipite vers l'un d'eux. Et alors qu'il bloque son attaque, Greg lui poignarde la jambe avec son épée, mais il les emporte. Ruta lance ses couteaux sur ses yeux, et Tino se souvient quand Cry lui a appris à utiliser sa relique d'anneau. Elle l'utilise pour aveugler le loup,
et Gilbert profite de l'occasion pour l'achever, mais il l'envoie voler dans un mur. Il s'excuse auprès de Tinelle pour avoir attaqué sans réfléchir, mais elle dit que c'est de sa faute parce que ses instructions n'étaient pas claires. Les loups sont sur le point de les attaquer et ils pensent que c'est fini, mais Cry s'écrase soudainement, écrasant l'un des loups contre un mur. Le loup se relève et essaie de l'attaquer, mais il est choqué de voir qu'il y a un bouclier qui le protège. Cry utilise son anneau pour lancer une énorme explosion et Greg est émerveillé par la puissance d'un chasseur de niveau 8. Mais tout le monde est surpris quand le loup va parfaitement bien, et Cry sait que ses anneaux de tir ne sont pas si puissants que ça. Il est confus après avoir vu que les loups ont des armes, et il veut juste s'enfuir en toute sécurité. Il se prépare donc à utiliser du slime d'agrumes, ce qui effraie les loups. Mais le flacon est vide, alors il crée un écran de fumée pour faire diversion, et il dit à tout le monde de s'enfuir. Pendant qu'il court, Ruta note que Cryo semble lent, mais elle pense qu'il se contente d'adapter son rythme au leur puisque Tino est blessé, mais il est vraiment juste mauvais en course. Tino pense aussi qu'il fait ça exprès pour la protéger, et elle se souvient de leur première rencontre. Elle était sur le point d'être kidnappée par des hommes, mais les âmes en deuil l'ont sauvée juste à temps, et depuis ce jour, elle les admire. Le groupe réussit à échapper au loup, et Ruta dit à Cry que sans Tino, il n'aurait pas survécu. Mais il s'excuse de les avoir envoyés dans une mission aussi dangereuse. Il utilise une relique pour soigner Tino, et il dit à tout le monde de trouver un moyen de sortir du caveau au lieu de penser à combattre les boss, mais il s'inquiète car il ne sait pas où aller. On retourne dans le passé lorsque Cry montre toutes les reliques qu'il a achetées à ses amis, ce qui impressionne tout le monde, et son ami Liz lui demande d'en choisir une pour elle. Mais Luke dit que ce n'est pas juste et lui dit qu'il devrait en choisir une pour eux tous. Citri montre de l'intérêt pour un sac et Cry note que c'est un sac magique qui peut stocker un nombre illimité d'objets. Alors elle pense que ça a dû coûter cher, mais il révèle que c'était en fait bon marché car il ne contient que des chocolats. Liz essaie un bracelet, mais elle tombe soudainement et Cry mentionne que c'est un anneau labyrinthe qui perturbe son sens de l'équilibre. Luke essaie une épée cool, mais il commence à perdre la tête et Cry mentionne qu'elle est maudite. Alors il réalise que toutes les reliques sont des ordures, mais ils les prennent comme objet d'entraînement. De retour dans le présent, Cry se demande pourquoi il dirige même s'il ne sait pas où aller. Il pense que Tino ou Ruta devraient prendre sa place car ce sont des voleurs et Gilbert lui demande s'il se dirige vers la sortie. Mais Tino lui dit que ça fait partie de son entraînement de lire les intentions de Cry, et elle note qu'il ne se dirige pas vers la sortie, ce qui choque tout le monde. Elle mentionne que d'après la carte qu'elle a vue avant de partir, elle a une idée approximative de la disposition du caveau. Alors elle sait que le chemin sur lequel ils sont ne mène pas à la sortie, et elle dit qu'ils doivent retourner dans la salle du boss s'ils veulent partir. Alors qu'ils avancent, Ruta note que même si elle sait que Cry les teste, elle lui demande quand même où il les emmène, mais il n'en a aucune idée, et il se demande pourquoi ils le suivent tous. Alors qu'ils pensent à faire demi-tour, tout le monde se précipite en avant, et Tino mentionne que c'est pourquoi ils auraient dû lui faire confiance. Il se demande ce qu'elle veut dire et il est surpris qu'ils aient réussi à trouver le groupe de Rudolph qui remercie tout le monde de les avoir sauvés. Mais Tino note qu'il devrait remercier Cry car c'est lui qui les a menés là. Ruta mentionne qu'elle leur a donné des potions, mais ils perdent toujours de l'énergie et ils ont besoin de manger. Alors Cry utilise son sac magique pour donner à tout le monde des chocolats. Greg note que lorsqu'il a entendu dire qu'un groupe de chasseurs de niveau 5 avait disparu, il a pensé que ce devait être une erreur, et Rudolph mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que l'ennemi soit si fort. Mais Gilbert est confus, car même si les loups étaient forts, il ne pense pas qu'ils auraient été un problème pour un groupe de chasseurs de niveau 5. Mais Rudolph révèle qu'ils ont été attaqués par un seul fantôme, et qu'il avait un crâne à la place du visage. Tout le monde est choqué d'entendre ça, et il mentionne que le fantôme est probablement la malédiction de la lune d'argent qui persiste dans le caveau. Il pense que la rancune des monstres qui ont été tués par des humains a été amplifiée dans le caveau, ce qui leur a donné du pouvoir. Mais il note que le fantôme qui les a attaqués était d'un autre niveau, et il pense qu'il pourrait même être aussi fort que les 1000 épées. Cry pense à la façon dont Luke est connu comme les 1000 épées, car il a maîtrisé toutes les formes d'escrime, et il est si fort qu'il peut abattre ses ennemis avec une épée en bois. Il sait que les fantômes sont forts, mais il ne pense pas qu'il pourrait être à égalité avec Luke. Parce que si un tel fantôme existait, Luke l'aurait déjà vaincu. Ruta demande à Cry ce qu'il devrait faire ensuite, et il dit qu'il devrait sortir du caveau.
Mais il note qu'il a fait de Tino la chef de la mission, alors ils feront ce qu'elle décidera, disant que ça fait partie de son entraînement, mais il a juste peur de diriger tout le monde. Tina est d'accord pour dire qu'il devrait quitter le caveau et elle mentionne que sa jambe est complètement guérie, donc elle peut courir à pleine vitesse. Cray lui rappelle de penser aux autres, mais il s'inquiète juste pour lui car il ne peut pas courir aussi vite qu'elle. Ils sont sur le point d'atteindre la sortie et Rudolph note que si le fantôme les attaque, il le retiendra pour que tout le monde puisse s'échapper, mais Tino refuse de l'abandonner. Elle note que tant que Cray est avec eux, tout le monde sera en sécurité. Mais Cray sait qu'il ne peut porter que Tino et s'enfuir si quelque chose arrive. Il voit qu'il ne lui reste que 5 anneaux de sécurité, donc il sera en danger s'il est touché plus de 5 fois. Il n'a pas d'autres reliques à utiliser, ce qui lui fait réaliser que ce sera fini pour lui s'ils sont attaqués. Ils entendent les loups hurler et le fantôme apparaît soudainement devant eux, ce qui effraie tout le monde, mais ils sont encore plus choqués quand ils voient qu'il y en a un deuxième. Mais celui de derrière donne soudainement un coup de pied à l'autre, l'envoyant voler dans le mur, et Cray réalise que c'est Liz. Il lui dit d'enlever son masque, et tout le monde est soulagé qu'elle soit humaine se demandant qui elle est. Mais elle se fâche qu'ils ne la connaissent pas alors qu'ils sont avec Cray. Elle mentionne qu'elle est allée à la capitale pour le rencontrer, mais Eva lui a dit qu'il était allé à la tanière des loups. Elle se fâche contre Tino car même si elle est sa disciple, elle n'a pas pu vaincre un fantôme aussi faible. Gilbert essaie de les interrompre, mais Liz l'envoie voler, et elle se retourne vers Tino qui tombe à genoux. Liz commence à lui crier dessus, lui demandant pourquoi elle est si faible, et Tino s'excuse auprès d'elle, mais Cray lui dit qu'elle a fait du bon travail car elle a terminé la mission, alors il dit à Liz de ne pas être trop dur avec elle. Le fantôme se relève, et il invoque l'un des loups qui a un Gatling. Liz se fâche qu'on la sous-estime à cause de la faiblesse de Tino, et le loup commence à lui tirer dessus avec son arme. Mais elle utilise sa vitesse incroyable pour les attraper en plein vol, les disposant tout autour d'elle. Elle note qu'elle ne peut pas être touchée par les armes de l'ancien temps, et elle crie sur Tino la traitant d'incompétente d'avoir peur d'une arme aussi faible. Mais elle saute en l'air en disant que le loup peut être vaincu s'il est attaqué par le haut, et elle le fait exploser en un seul coup. Le fantôme essaie d'attaquer avec son épée, mais elle l'attrape avec sa main. Elle commence à le rouer de coups, tout en continuant à crier sur Tino, ce qui la fait pleurer et Cray se sent mal pour elle. Il sourit en pensant à la façon dont Rudolph a dit que le fantôme était aussi fort que Luke, et il sait qu'à part lui, tous les âmes en deuil sont incroyablement forts car ils ont perfectionné leurs compétences en se mesurant les uns aux autres. Ils sont tous retournés à la capitale et Gilbert mentionne qu'il va donner son épée à Cray car il prévoit de recommencer son entraînement depuis le début et de s'entraîner avec son ancien groupe. Greg lui dit de s'excuser auprès d'eux pour son comportement passé, et il mentionne qu'il est redevable à tous, leur demandant de transmettre sa gratitude à Cray. Il espère être capable d'attraper des balles comme Liz, mais ils lui disent que c'est impossible pour lui, et Tino mentionne que s'il veut vraiment être comme elle, alors il devrait savoir que leurs masques sont spécialement conçus. On retourne au moment où Cray a commandé les masques pour le groupe, mais il s'est trompé et a oublié de faire des trous pour leurs yeux. Mais tout le monde accepte, pensant qu'il l'a fait exprès, car s'ils peuvent se déplacer en le portant, ils deviendront encore plus forts. De retour dans le présent, Cray cherche partout le Slim, mais il ne le trouve nulle part, alors il essaie juste de l'oublier. On retourne un an en arrière, lorsque Citri a donné le Slim à Cray pour qu'il le garde, et on apprend qu'elle est l'alchimiste de génie du groupe. Cray essaie d'ouvrir la fiole, mais Citri lui dit de faire attention, car elle pourrait détruire la capitale si elle est libérée, alors Cray réalise à quel point elle est dangereuse. Cray regarde partout pour trouver le Slim alors qu'il note que lorsqu'il a essayé de l'utiliser dans la tanière, la fiole était vide, alors il pense qu'il doit encore être dans sa chambre. Il se souvient qu'il l'a mis dans son coffre-fort spécial, donc il est impossible qu'il se soit échappé. Il conclut que la fiole a toujours été vide, et il pense que Citri lui faisait juste une blague, mais il a quand même un mauvais pressentiment. Il se réveille fatigué le lendemain, car il est toujours inquiet pour le Slim, et il croise Eva, qui lui dit que l'association veut son rapport sur la tanière du loup, mais il note que Tina était la chef, alors il devrait plutôt lui demander. Mais Eva mentionne que Tina est occupée à s'entraîner avec Liz. Cray lui demande s'il y a eu du mouvement dans la capitale, pensant toujours au Slim, mais elle ne sait pas de quoi il parle, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et va voir comment va Tino. Après son départ, Eva note qu'il y a eu toutes sortes d'anomalies dans la capitale,
mais Cray semble être capable de prédire avec précision les choses qui se passent. Cray se dirige vers la salle d'entraînement où il voit un chasseur de niveau 6 nommé Spin à l'extérieur, et on apprend qu'il est le chef du groupe de la Croix d'Obsidienne. Il dit à Cray qu'il doit arrêter Liz car Tino va mourir s'ils ne font rien. Cray pense qu'il exagère, mais quand il ouvre la porte, il voit Liz debout au-dessus du corps de Tino se demandant si c'est tout ce qu'elle peut faire. Liz se prépare à en finir, mais Cray l'interrompt. Liz note que Tino a plus de talent qu'elle, mais elle se demande pourquoi elle est si faible. Cray lui dit d'arrêter pour aujourd'hui, mais Tino attrape soudainement Liz en disant qu'elle peut encore bouger, alors ils décident de continuer leur entraînement. Cray réalise qu'il n'y a aucun moyen de les arrêter et Spen mentionne que la route du Nord a été bloquée car il y a eu une attaque de plusieurs fantômes. Cray se souvient aussi que les choses étaient étranges à la tanière du loup, alors il se demande si c'est pour ça que Gark voulait le voir. Il aimerait qu'Ark soit de retour pour qu'il fasse tout le travail, alors il pense qu'il doit juste gagner du temps. Il a une idée et dit à Sven d'aller voir Gark à sa place, disant qu'il est trop occupé pour y aller lui-même. Alors qu'il part, le compagnon de Sven, Henrik, se demande pourquoi Cray reste alors que tout le monde est en mission. Mais Sven lui dit qu'il est nouveau, traitant Cray de monstre, et il dit à Henrik de ne pas juger Cray sur son apparence décontractée. Pendant ce temps, à l'association, Gark s'interroge sur la cause de l'anomalie dans l'antre, pensant que Cray doit savoir quelque chose parce que c'est la seule chambre forte qu'il a visitée depuis longtemps. On voit un laboratoire secret et on rencontre un mage nommé Nocti, mais il n'arrive pas à croire qu'un chasseur de haut niveau comme Cray se méfie d'eux, pensant qu'ils ne peuvent pas le sous-estimer. Il décide donc d'appeler sa bras droit, Sophia, pour s'occuper de lui. Nous avons appris que les mages de la tour akashique de la capitale sont à l'origine des anomalies des chambres fortes, et nous apprenons qu'ils exploitent le pouvoir qui circule dans les lignes de faille de la chambre forte pour des recherches qui leur permettront de créer leur propre chambre forte à volonté. On voit Cray regarder avec terreur un slim géant mettre le feu et détruire la capitale, mais il se réveille et réalise que ce n'était qu'un cauchemar. Il trouve Liz dans son lit, et elle lui demande s'il est libre, alors il accepte de faire quelque chose avec elle. On voit Gark rendre visite au premier pas, mais quand Liz le voit, elle lui dit de se perdre, ne voulant pas qu'il ruine son rendez-vous avec Cray. Il commence à se battre, alors Cray décide de parler à l'assistante de Gark, Kana. Elle lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange dans l'antre, mais il mentionne qu'il était plus inquiet à propos d'autre chose. Elle essaie de lui poser des questions à ce sujet, mais il sait qu'il ne peut pas lui parler du slim, et il lui dit de demander de l'aide pour les anomalies. Pendant ce temps, Liz taquine Ark pour être rouillé, lui disant qu'il est tombé, alors il décide de lui donner une leçon. On apprend qu'il était un chasseur de niveau 7 de premier ordre, et il avait le surnom de démon de guerre. Mais Cray interrompt leur combat, disant à Gark qu'ils ont terminé leurs affaires, alors Liz se prépare à sortir, et Eva panique en voyant tous les dégâts du combat. Cray et Liz se dirigent vers la ville, et nous apprenons que Liz et les autres Griver étaient dans une chambre forte de niveau 8 appelée le Palais de la Nuit. Elle note que les fantômes là-bas étaient forts, alors Cray lui demande comment il se comparait au boss de l'antre du loup, mais elle ne s'en souvient même pas parce qu'il était si faible. Liz s'attaque soudainement à un homme en disant qu'il les regardait, mais Cray l'a fait le laisser partir et il s'excuse auprès de l'homme. L'homme s'enfuit rapidement et Liz pense que Cray l'a autorisé exprès en pensant que c'est un bon acteur, mais Cray est juste confus. On voit l'homme après qu'il se soit enfui en pensant que Cray lui donnait un avertissement, alors il se demande combien Cray en sait sur leur plan. Cray envoie la Croix d'Obsidienne à l'association à sa place, ce qui met Gark en colère parce qu'il voulait interroger Cray lui-même. Mais il sait que le groupe est compétent, alors il leur confie la tâche d'enquêter sur l'antre du loup. Pendant ce temps, Liz sort à nouveau avec Cray, mais il lui dit de se calmer en lui rappelant que ce n'est pas un rendez-vous. Elle lui demande s'il cherche quelque chose, alors il explique que le rapport d'Eva mentionne que des personnes ont disparu de la région. Et même si de tels incidents ne sont pas rares dans ces quartiers de la ville, il pense qu'ils doivent prendre cela au sérieux car du slim d'agrumes pourrait être impliqué. Il mentionne également qu'Eva lui a parlé d'un nouveau glacier à proximité, alors il veut y jeter un coup d'œil, ce qui excite Liz. On voit l'homme de l'autre jour les regarder, et il commence à paniquer, pensant que Cray et Liz l'ont laissé partir avant juste pour pouvoir le suivre. Il note que le glacier est en fait la base de recherche secrète de la tour akashique, alors il pense qu'il doit fermer le magasin jusqu'à ce que Cray parte, mais Sophia arrive soudainement.
Elle le voit paniquer et se demande ce qui ne va pas, mais avant qu'il ne puisse répondre, Lise frappe à la porte du magasin. Quand personne ne répond, elle s'impatiente et essaie de la défoncer, mais Craig l'arrête en suggérant que le magasin pourrait être à court de stock. Alors il la convainc de partir même si elle a mentionné qu'elle sent encore quelque chose de sucré à l'intérieur. Il retourne au bureau du clan où Lise est ennuyée qu'il n'ait pas eu de glace, mais Craig est toujours juste inquiet à propos du slim. Il lui demande si Citri est revenu du palais de la nuit, alors Lise propose son aide à la place puisque Citri ne reviendra pas avant un moment. Mais il mentionne qu'il a besoin de l'expertise de Citri sur une certaine créature magique. Eva arrive pour lui dire qu'elle a choisi des membres pour l'enquête sur l'antre du loup, tandis que l'équipe de Sven est déjà sur place, mais Ark n'est pas encore revenu. Elle mentionne que l'enquête commencera demain, et ils envoient également un expert en relique pour vérifier la chambre forte. Mais Cri est juste soulagé de ne pas avoir besoin d'y aller, et il lui fait confiance pour le gérer. Pendant ce temps, les membres de la tour akashique ont une réunion sur la façon dont Craig a découvert leur base dans la capitale, et l'un des mages nommé Flick suggère qu'il reste calme. Mais comme les véritables intentions de Craig ne sont pas claires, ils ne savent pas comment procéder. Noctis demande à Sophia son avis, et elle choque tout le monde en suggérant qu'il devrait se battre, mais Flick lui rappelle que Craig est de niveau 8. Sophia pense toujours qu'ils ne devraient pas reculer car c'est l'occasion idéale de tester leur système de défense. Et s'ils parviennent à éliminer le groupe de Craig, il ne restera plus personne pour s'opposer à eux. Noctis aime son idée et lui dit de faire ce qu'elle veut puisque Craig les a déjà remarqués, donc ils ne peuvent pas s'attendre à s'échapper sans une égratignure. On voit Tino se promener dans la ville, et elle est surprise de voir autant de chasseurs à la guilde. Mais un autre chasseur lui dit qu'il collabore avec l'association pour enquêter sur l'antre du loup. Tino pense qu'il y a beaucoup trop de monde, mais l'homme mentionne que Craig voulait qu'Ark dirige la mission. Et comme il est l'un des meilleurs chasseurs de niveau 7 au monde, tous les chasseurs sont là juste pour compenser son indisponibilité. Craig arrive avec Eva, et il est également surpris de voir autant de monde. Eva explique qu'ils sont tous des remplaçants pour Ark, et Cri s'inquiète du coût d'embauche de tout le monde. Il suggère donc de réduire le nombre de moitié, mais les chasseurs s'inquiètent de faire face à une menace suffisamment sérieuse pour nécessiter Ark, ce qui amène Cri à se demander ce qui se passe dans la chambre forte. Eva le rassure en lui disant qu'ils peuvent se permettre les chasseurs supplémentaires parce que Gark aide à payer, mais il s'inquiète de tous les envoyer car le slim de Citri pourrait être dans la chambre forte. Lise arrive soudainement et se moque d'eux, affirmant qu'elle peut gérer le travail toute seule. Alors elle demande à être autorisée à y aller, mais il refuse parce qu'il craint qu'elle ne cause des problèmes avec les autres groupes là-bas, et il sait qu'elle entraînera Tina avec elle, qui ne s'est pas encore complètement remise de son entraînement. Eva demande à Craig s'il dirigera lui-même la mission, ce qui rend les chasseurs heureux, mais il pense que Sven est mieux adapté pour ce rôle. Et il note qu'il a encore une tâche importante à terminer, il les rejoindra donc plus tard. Mais il prévoit vraiment de se présenter seulement lorsque la mission est presque terminée. Alors que le groupe se prépare à partir, Lise insiste pour y aller, mais Craig la trompe en lui disant qu'il a une tâche importante pour elle. Avant que les chasseurs ne partent, il demande s'il y a quelque chose dont ils devraient se méfier, et Craig les avertit de faire attention aux créatures ressemblant à du slim, ce qui les surprend car les slims n'apparaissent généralement pas dans l'antre du loup. Pendant ce temps, à la base de la tour akashique, Noctis apprend que des chasseurs approchent, ce qui les inquiète, mais Sophia pense qu'ils peuvent le gérer. Elle mentionne que parmi les âmes en deuil, seuls Cri, Lise et Citri sont dans la capitale. Elle dit qu'ils peuvent facilement s'occuper de Lise en arrêtant ses attaques physiques, et Cri est un stratège, donc il ne peut pas utiliser toutes ses capacités sans un autre membre du groupe pour le guider. Noctis note que la vraie menace est Citri, mais Sophia lui dit que son système de défense limitera ses techniques d'alchimie, ce qui rendra impossible sa pénétration. Mais elle note que Citri a fouiné dans leurs recherches, ils doivent donc l'éliminer. Noctis lui donne toute autorité pour faire ce qu'elle veut, et il ordonne même à ses hommes de suivre tous ses ordres. Pendant ce temps, dans l'antre, Sven et son équipe remarquent que tout semble normal, ce qui amène Henrik à se demander pourquoi ils ont même accepté la quête. Mais Sven lui rappelle que c'était un ordre direct de Gark, il n'avait donc pas le choix. Henrik se plaint qu'ils ne font que nettoyer le gâchis de Cray, mais Sven leur dit qu'ils finiront par comprendre à quel point Cray est compétent. Il reçoit un message concernant l'avertissement de Cray, alors il demande à Henrik de souffler dans le sifflet d'urgence, ce qui fait évacuer toutes les autres équipes à l'extérieur.
Mais un autre chasseur nommé Gain pense qu'il leur fait perdre leur temps à cause d'un slim. Mais Sven défend Cry en expliquant sa capacité à voir l'avenir, et il se souvient de l'époque où Cry leur avait conseillé d'apporter des armes à une fête de contemplation des fleurs, qui s'est avérée plus tard être une chambre forte appelée le jardin de Prisme. Gain est choqué d'entendre cela et Sven révèle qu'il a dépensé beaucoup pour ses pierres de communication, afin qu'il puisse toujours obtenir les dernières informations. Pendant ce temps, Lise continue d'embêter Cry, disant qu'elle veut se battre devant lui pour montrer sa vraie force, mais il essaie de gagner du temps jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Citri arrive soudainement et Lise se demande pourquoi elle est de retour, mais elle note qu'elle avait le pressentiment que quelque chose de grand se passait, alors elle est revenue pour aider Cry. Nous revenons à leur enfance où Citri dit à Cry qu'elle doit compenser ce qui manque aux autres, afin qu'ils puissent continuer à profiter de la vie en tant que chasseur. Elle sait qu'elle n'est pas forte, mais Cry suggère qu'elle assume un rôle qui lui convient le mieux, c'est ainsi qu'elle est devenue leur alchimiste. Dans le présent, Citri explique à Cry comment son slim a évolué et s'est amélioré, mais elle considère toujours cela comme une expérience ratée. Elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle l'a programmé pour qu'il ne les attaque ni l'un ni l'autre. Citri se demande comment il aurait pu s'échapper du coffre-fort de Cry, et après avoir enquêté, elle pense que le slim a dû apprendre à ouvrir la chambre forte tout seul, et il s'est faufilé par le drain de la baignoire. Elle promet de s'en occuper, mais elle mentionne aussi que si les choses continuent comme ça, toute l'équipe d'enquête à la tanière des loups sera anéantie. Sven apprend que Cry et Lise ne les rejoindront que plus tard, il devra donc diriger tout le monde en leur absence. Il rassemble tous les chasseurs, et il demande si quelqu'un a déjà combattu des slims, mais il rit car ils sont considérés comme faibles. Et un chasseur plaisante même en disant qu'il a peut-être tué un slim sans même s'en rendre compte. Sven leur demande si quelqu'un a apporté des outils pour s'occuper des slims, alors le groupe commence à énumérer les différentes faiblesses des slims et comment ils peuvent facilement en vaincre un. Ils sont interrompus par Gain, qui insiste pour qu'ils reprennent l'exploration, et il mentionne qu'il n'a pas peur d'un slim. Donc, si l'un d'eux arrive, il s'en occupera lui-même, mais tout le monde se moque de lui, en disant que c'est le genre de personne qui mourrait en premier. Sven lui dit même de laisser ses informations personnelles, afin qu'il puisse le venger après sa mort, ce qui l'agace, et il rejette leurs avertissements, disant qu'ils sont fous de croire Cry qui ne s'est même pas montré. Une fille nommée Talia se présente comme une alchimiste, ce qui surprend Sven car il ne pensait pas qu'ils avaient une autre alchimiste à part Citri. Alors, elle révèle qu'elle a travaillé dans le laboratoire du clan avec Citri où ils ont fait des recherches sur les slims. Il lui demande si elle connaît des faiblesses des slims, alors elle leur montre une drogue qui devrait être capable de tuer n'importe quel slim, ce qui met tout le monde à l'aise. Pendant ce temps, Nocti contacte Sophia qui lui dit qu'ils affrontent moins de 100 chasseurs, et que la plupart d'entre eux n'ont même pas de titre, alors elle pense qu'ils les vaincront facilement. Sven prépare un plan d'action, disant aux chasseurs de sécuriser l'intérieur de la voûte en tant qu'unité, et d'utiliser des sifflets pour la communication. Il leur dit d'être prudents et note que ceux qui ne sont pas affectés à la suppression doivent rester à l'extérieur pour aider aux éventuels sauvetages si nécessaire. Après un certain temps, des rapports arrivent indiquant que seuls quelques chevaliers loups ont été rencontrés, ce qui amène Sven à remettre en question la capacité de Cry à prédire l'avenir, mais il note qu'ils auraient de la chance si rien ne se passait. Gain se plaint qu'ils ont perdu trop de temps, tandis que Henrik dit que même s'il ne connaît pas bien Cry, il a confiance dans le jugement de Sven. Gain entre dans la forêt, et il pense que si Ark avait donné l'ordre, il l'aurait cru, mais avec Cry assis dans la capitale, il ne ressent pas la même chose. Il entend soudainement un bruit et suppose que c'est un loup, mais il est choqué de trouver deux mages avec un chevalier loup enchaîné, et ils ont une seringue d'apparence suspecte. Il parle de la façon dont Sophia est la préférée de leur maître même si elle ne peut pas utiliser la magie correctement, mais le jeu se précipite sur eux, et il réussit à en éliminer un tandis que l'autre mage lui tire du feu dessus, qu'il bloque à l'aide de son bouclier. Il met le mage KO, mais son bras est toujours brûlé, et les mages se demandent si c'est Cry qui l'a envoyé. Mais il le nie, et ils injectent au loup du matériel de mana, le transformant en une créature slim géante. Ils expliquent que c'est un fantôme qui a été diabolisé pour rechercher de fortes concentrations de mana, ils commencent donc à attaquer Gain. La créature laisse échapper un fort rugissement attirant tous les chasseurs à son emplacement où ils trouvent Gain qui est gravement blessé, et il confirme que Cry avait raison à propos du slim. La créature apparaît bientôt, et Talia note qu'elle n'a jamais vu un slim aussi gros auparavant. Spin remarque qu'il a des mouvements lents,
et il essaie d'organiser les chasseurs en ordonnant au mage de créer une diversion. Il ordonne à tout le monde d'attaquer ses jambes, mais même ses propres flèches n'affectent pas le monstre. Alors il dit à Henrik des dégâts, qui mentionne comment les mages ont injecté un chevalier loup pour le transformer en slime comme Kria l'avait prédit. Sven se rend compte que les attaques physiques et magiques ne l'affectent pas, alors l'un des chasseurs lui demande ce qu'il devrait faire. Sven note que même s'ils ne peuvent pas le vaincre, ils ne peuvent pas s'enfuir. Il dit à tout le monde de se concentrer sur l'esquive de ses attaques pendant qu'il prend la drogue à Talia, qui explique que cela provoquera l'autodestruction du slime si le liquide le touche. Sven attire l'attention du slime, et alors qu'il le poursuit, il saute haut dans les airs et surprend tout le monde, mais Sven plante le récipient sous l'endroit où il atterrira. Le slime bouillonne au contact, mais ça ne marche pas. Et Sven se rend compte que ce n'est pas un slime comme Cryo l'avait prédit, mais un autre chasseur le corrige en disant que Cryo les avait avertis d'une créature qui ressemblait à un slime. Citri arrive en expliquant que la créature a une barrière magique, et elle note que Cryo l'a envoyé parce qu'il pensait que les choses pourraient devenir dangereuses. Elle décrit comment le slime crée un champ de force puissant qui dévie les flèches et contre la magie, et elle pense qu'il ne rencontrerait pas un fantôme comme celui-ci même dans une voûte de niveau 8. Elle remarque que le slime dissout son propre corps pour convertir le matériel de mana en énergie magique, alors elle explique qu'il essaie de se reconstituer en absorbant son mana car elle a la plus forte concentration de mana parmi eux tous. Elle continue d'esquiver toutes ses attaques et s'approche de la créature en demandant l'aide de Sven alors qu'elle lance un autre récipient vers le slime. Alors il lui tire dessus avec sa flèche, et le slime est instantanément dissous. Citri révèle que le récipient contenait un matériau anti-mana, et Gark arrive également là-bas portant son armure, ce qui surprend Sven. Mais Citri note que Gark lui a donné un lift car elle ne peut pas courir comme Lise. Pendant ce temps, à la base de la tour akashique, Noctis est choqué que Citri ait réussi à vaincre si facilement le fantôme diabolisé, et il se souvient que Sophia les avait avertis de ses capacités. Citri informe les chasseurs de son enquête sur la tour akashique à Noctis, expliquant qu'ils ont fait des recherches sur les moyens de manipuler les voûtes. Il lui rappelle que Noctis a été banni de la capitale, mais elle révèle qu'elle a fait des recherches approfondies, et elle note que le fantôme qu'ils ont affronté était très probablement un produit des expériences de la tour akashique. Talia pense qu'il doit y avoir un appareil souterrain impliqué, et Citri est d'accord car la création de tels monstres nécessiterait un équipement important. Elle craint qu'il n'y ait plus de monstres comme celui qu'ils ont vaincu, et elle admet qu'elle n'avait qu'un seul bâton d'anti-mana, qu'elle a déjà utilisé. Elle note qu'elle n'est pas une bonne combattante, mais elle est déterminée à faire de son mieux et pense qu'avec l'aide de tout le monde, ils iront bien. Plus tard, Henrik fait l'éloge de Citri devant Sven, mais il l'avertit d'être prudent car il la considère comme une faible puissante. Il note qu'elle est l'une des âmes en deuil, alors elle fera tout pour survivre même si cela signifie le dévorer. Pendant ce temps, à la base de la tour akashique, les mages disent à Flick que Sophia leur a ordonné de libérer les fantômes diabolisés un par un, mais ils pensent que cela ne fera qu'aider les chasseurs à les vaincre plus facilement. Flick note que Sophia n'est qu'une chercheuse, et elle n'a aucune expérience de combat. Alors ils essaient de la contacter, mais ils ne peuvent pas la joindre. Ils mentionnent que même s'ils sont bien préparés, si celui qui les dirige est incompétent, cela ne voudra rien dire. Les mages lui rappellent que le maître a donné à Sophia toute l'autorité, mais ils pensent que ce qui compte vraiment, c'est de gagner. Alors Flick leur ordonne de libérer tous les fantômes en même temps, pensant que cela submergera leurs ennemis. Pendant ce temps, à la surface, les chasseurs interrogent les mages capturés et apprennent qu'une seule injection peut créer un monstre. Citri demande s'ils travaillent pour Noctis, promettant de garantir leur sécurité s'ils répondent, mais les mages refusent de trahir leur maître, ce qui confirme ses soupçons quant à leur lien avec la tour akashique. Elle mentionne qu'elle sait comment les faire parler et sort un tube, que les autres reconnaissent comme une potion de lavage de cerveau, et ils lui disent d'arrêter, disant que l'utilisation d'une telle potion est un crime de guerre. Alors elle boit le liquide elle-même et explique que ce n'était que de l'eau colorée, mais elle a vraiment juste une résistance à cela. Les fantômes diabolisés arrivent bientôt, et les mages capturés essaient d'effrayer les chasseurs. Sven demande à Citri comment ils peuvent les vaincre, et elle explique que les fantômes ont plusieurs barrières, ils doivent donc déterminer les attributs des barrières pour savoir comment les franchir. Sven observe les virgules de Citri, et il remarque que le fantôme est beaucoup plus rapide que le précédent qu'ils ont affronté. Citri dit au porteur de bouclier de se tenir devant,
afin qu'ils puissent vérifier la direction du champ de force du fantôme, mais elle les avertit de laisser tomber leur bouclier dès qu'ils entrent en contact. Le fantôme attaque et l'un des chasseurs perd son bras malgré l'avertissement de Sidri. Alors elle dit aux autres de se concentrer sur le monstre, mais leurs attaques s'avèrent inutiles car le champ de force du fantôme tourne lui permettant de tout esquiver. Elle analyse la situation et conclut que les attaques physiques, y compris la hache de Gark, ne fonctionneront pas. Alors il se demande s'il devrait attendre que le mana du fantôme s'épuise, mais Citri n'est pas d'accord en disant que cela prendrait au moins 1 heure et Sven comprend enfin pourquoi Cry voulait qu'Ark s'occupe de la mission. Alors qu'ils discutent de leur prochaine action, un autre fantôme apparaît rendant leur évasion impossible, mais Citri a soudain une idée et remarque un défaut majeur dans l'approche des tours akashiques. Elle rappelle les mages en leur ordonnant d'arrêter d'attaquer, et à la surprise de tous, les fantômes commencent à s'attaquer les uns les autres au lieu des chasseurs. Citri explique que les fantômes ciblent instinctivement les humains pour reconstituer leur mana, mais sans que les chasseurs les attaquent, les seules autres sources de mana sont les autres fantômes eux-mêmes, car ils sont essentiellement des morceaux de matériel de mana. Les chasseurs regardent avec étonnement les fantômes se détruire les uns les autres, tandis que les mages sont incapables de comprendre ce qui a mal tourné. Pendant ce temps, à la base de la tour akashique, Noctis est furieux contre Flick et les autres, car ils ont agi contre les ordres de Sophia. Sophia se défend en disant que même si elle manque d'expérience de combat, ses ordres ne sont jamais sans raison. Noctis essaie de rester positif et souligne que leur force de combat ne se limite pas aux fantômes. Il demande à Sophia ce qu'il devrait faire ensuite, et elle note que Citri et Gark ont également rejoint les chasseurs, donc la situation a changé. Elle pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de reculer, et elle leur rappelle les mages capturés, craignant qu'ils ne révèlent des informations sur la tour. Flick pense que les mages ne les trahiront pas, mais Sophia pense que Citri localisera bientôt leur base, ils devront donc libérer le mangeur de malice pour écraser les chasseurs. Noctis lui rappelle que le mangeur de malice est toujours en formation et que quelqu'un devra le contrôler. Alors Sophia dit à Flick de prendre les choses en main, disant que c'est sa chance de prouver sa valeur. Talia admire Citri pour ne jamais abandonner, pensant qu'elle est un vrai génie, mais la voir la rend jalouse car elle pense qu'elle ne pourra jamais atteindre son niveau. Sven remarque Talia plongée dans ses pensées, et il lui demande si quelque chose la dérange. Il se demande si c'est parce que son répulsif à Slim n'a pas marché, mais elle le nie, et il essaie de la réconforter, en disant que Cray aurait dû les prévenir que ce n'était pas un Slim ordinaire. Il mentionne aussi que les mages n'arrêtent pas de la regarder, pensant que c'est peut-être à cause de ses cheveux roux. Gark pense qu'il pourrait avoir besoin de se retirer, mais Citri le surprend en disant qu'elle a trouvé l'emplacement de la base ennemie. Elle explique l'endroit exact où elle pense qu'ils sont cachés en se basant sur la présence de mana et un certain nombre d'autres facteurs. Elle demande au mage si elle a raison, alors ils mentent et lui disent qu'elle a tort, mais cela ne fait que confirmer ses soupçons. Ils notent qu'ils doivent passer à l'offensive avant que Noctis ne s'échappe, mais les mages leur disent que leur maître n'est pas là, et ils demandent à Sophia d'arrêter les chasseurs. Sven se demande qui est Sophia, alors Citri mentionne que c'est son ennemi juré, et elle jure de les capturer tous les deux, elle et Noctis, disant que leurs recherches continueront s'ils ne sont pas arrêtés. Elle admet qu'elle n'a pas réussi à capturer Sophia dans le passé à cause de son incompétence, mais elle jure de l'enfermer la prochaine fois qu'elles se rencontreront. Pendant ce temps, Cray et les autres approchent de l'antre, mais il n'est pas content parce qu'il avait prévu d'arriver seulement après que tout soit fini. Lise leur dit de se dépêcher en pensant que Citri pourrait mourir sans eux, mais Cray en doute en pensant que le seul qui pourrait mourir est lui-même puisqu'il n'a pas chargé ses reliques et n'a pas d'anneau de sécurité. Tino mentionne qu'ils sont presque arrivés, mais il fait trop sombre pour que Cray puisse voir quoi que ce soit. Tino essaie d'utiliser cette opportunité pour lui tenir la main, mais Lise refuse de la laisser le toucher. Pendant ce temps, Guin regrette de ne pas avoir fait confiance à Cray parce que s'il l'avait fait, il n'aurait pas été aussi démoli. Citri note que Cray est un génie qui pourrait un jour atteindre le niveau 10, ce qui rend Guin encore plus impatient de le rencontrer. Guin suppose que Cray doit être incroyablement fort, mais Citri explique que la force n'est pas tout. Et même si Cray était plus faible qu'un lapin des sables au combat, cela n'aurait toujours pas d'importance. Un éclair les frappe soudainement depuis le ciel, et Flick apparaît en chevauchant le dévoreur de malice. Il pense s'être racheté en les éliminant tous, mais Citri est indemne de l'attaque et rejette son sort comme de la magie basique, puisqu'elle est habituée à ce niveau de puissance lorsqu'elle est avec les autres âmes en deuil.
Elle utilise un pistolet à eau pour tirer sur Sven avec une potion de guérison, le réanimant instantanément. Il se lève et charge Flick, l'assommant. Mais le monstre se révèle être trop puissant, et il est presque tué. Mais Gark arrive juste à temps et tue le monstre en un seul coup. Noctis est déçu de Flick, puisqu'il n'a pas suivi les ordres une fois de plus, notant qu'il n'a pris qu'un seul dévoreur de malice alors qu'il était censé en prendre plus. Ses disciples commencent à perdre espoir, se demandant si Cry a tout planifié depuis le début. Alors ils envisagent de déployer tous leurs dévoreurs de malice restants, mais Nacht les arrête juste en mentionnant qu'ils ont encore Sophia et leur atout final. On voit que Citri et les autres sont arrivés à l'extérieur de la base de la tour akashique. Sven se prépare à entrer, mais Gark se porte volontaire pour prendre la tête puisqu'il veut prouver à Lys qu'il n'est pas fini. Pendant ce temps, le groupe de Cry observe les effets de la foudre de Flick, et Lys note que c'était moyen, mais Thio n'arrive pas à croire qu'elle pense qu'une attaque d'une telle ampleur n'est que moyenne. On voit les chasseurs affronter les mages akashiques, mais Noctis déchaîne son atout, un énorme golem nommé Akasha, et il l'appelle le point culminant de toute leur recherche. Gark parvient à bloquer son attaque, mais les autres chasseurs luttent contre les dévoreurs de malice et les mages capturés s'échappent pendant le chaos. Gain pense qu'il devrait se retirer, mais Sven est touché et les choses s'annoncent mal, mais l'un des dévoreurs de malice est soudainement éliminé alors que Lys apparaît soudainement, et les autres chasseurs s'emballent en voyant qu'ils ont des renforts. Pendant ce temps, on voit Cry seul avec Tino, et il s'inquiète de perdre Lys comme garde du corps. Tino sent quelque chose à proximité, mais Cry pense qu'il devrait juste l'ignorer, mais les mages se demandent à quoi ils pensent puisqu'ils pensent qu'ils devraient être conscients de leur présence. Lys élimine un autre dévoreur de malice et elle taquine Citri pour avoir lutté contre des créatures aussi faibles. Elle commence à attaquer le golem, mais il est capable de résister à ses attaques. Gark balance sa hache dessus, mais il saute pour l'éviter. Sven voit qu'il ressemble à Zulansem, l'âme en deuil, et Lys se demande pourquoi le golem a été modelé d'après lui. Elle continue son attaque, mais le golem sort une arme et lui envoie une décharge. Il commence à la poursuivre, et Citri pense que c'est un mauvais match pour Lys. Alors elle pense qu'ils doivent juste attendre que le golem manque d'énergie, mais Lys insiste pour le détruire. Elle lance une autre attaque, le faisant tomber, et Gark gèle sa jambe, mais il est capable de s'empêcher de tomber. Lys s'énerve, notant que son temps est écoulé, et Sven se demande ce qu'elle veut dire, mais Cry et Tino apparaissent soudainement. Elle note qu'elle voulait finir les choses avant qu'ils n'arrivent, et Citri réalise que c'est fini. Le golem commence à le charger, mais il ne peut pas réellement le voir dans l'obscurité. Il se prépare à l'attaquer, mais il est soudainement soufflé, et le combat semble être terminé. Lys se demande ce qu'il lui a fait, mais il ne sait même pas ce qui s'est passé. Après cela, il semble que les mages de la tour akashique ont pu s'échapper, mais leurs recherches et leurs matériaux sont tous confisqués. Citri remercie Cry pour son aide, et il se demande comment les choses se passent avec son ennemi, mais elle pense à s'en occuper elle-même. Pendant ce temps, les mages capturés se regroupent avec Noctis, et ils lui disent que Sophia a infiltré les chasseurs. Noctis se demande à quoi elle pense, mais il a du mal à lire les intentions de Cry, alors il décide qu'ils ne peuvent pas prendre de risques. Alors ils doivent juste quitter la capitale, et il dit à ses hommes de rappeler Sophia. Pendant ce temps, à l'association, Gark exige de savoir ce que Cry sait, mais il jure qu'il ne sait rien. Il pense qu'il devrait parler à Citri puisque c'était elle qui était en charge de la mission, mais l'officiel hésite à la questionner. Il note même qu'il y a eu un incident il y a 3 ans, où il y a eu une évasion massive de prison, et toutes les preuves pointaient vers Citri, mais elle s'en est sortie grâce à Gark, qui pensait qu'il était ridicule qu'elle soit impliquée. Talia est amenée à Noctis, et il lui dit de laisser tomber son numéro. Il lui dit qu'il parte, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Il se demande si elle utilise un sort pour éviter les soupçons, mais ils ont remarqué que le dévoreur de malice est agressif envers elle, alors ils réalisent qu'elle n'est pas Sophia. La vraie Sophia apparaît et Noctis se demande pourquoi il y a une fille qui lui ressemble tellement, mais elle explique que c'est elle qui est la copie. Elle révèle qu'elle est en fait Citri, et Noctis se demande ce qu'elle fait à faire semblant d'être Sophia. Mais elle explique que Sophia n'a jamais existé, et que c'était toujours elle depuis le début. Flick pense qu'elle prévoyait de les trahir, mais elle note qu'elle est devenue une disciple comme tous, parce qu'elle était attirée par les capacités de Noctis.
Elle mentionne qu'elle respecte son dévouement implacable, et elle est reconnaissante pour tout l'équipement et les matériaux. Mais elle pense que le jeu est terminé, et elle pense que le fait que Cray les ait laissés partir était son avertissement à elle d'arrêter ce qu'elle fait. Noctis pense qu'elle a dû divulguer leurs recherches à Cree, mais elle mentionne qu'il est juste capable de voir à travers tout. Elle pense qu'il a tout organisé pendant son absence, en envoyant des chasseurs de haut niveau pour aider à tester les fruits de ses recherches. Elle révèle que c'est elle qui a fait sauter le golem en arrière, parce qu'elle pense que la bataille aurait entraîné trop de pertes. Elle leur dit à tous qu'ils seront tous capturés en tant que criminels, mais elle leur dit de ne pas s'inquiéter puisqu'elle continuera leurs recherches. Flick ordonne aux dévoreurs de malice de l'attaquer, mais cela ne fonctionne pas. Alors Noctis la bombarde avec ses flammes, mais elle en sort indemne, et il n'arrive pas à croire que son attaque n'ait eu aucun effet. Mais elle révèle que son slim a absorbé l'explosion. Elle est excitée de le tester, et les mages disent à Noctis de courir pendant qu'ils la retiennent. On le voit sur le point de s'échapper, mais il est repoussé par une silhouette encapuchonnée, alors il la brûle avec ses flammes, mais il s'avère que c'est un monstre musclé. Noctis panique en le voyant et Citri note qu'en tant que membre le plus faible des âmes en deuil, elle devait rapidement gagner en puissance. Elle mentionne que la création d'un golem prenait trop de temps et de ressources, alors elle a plutôt créé une chimère. Elle révèle qu'elle était derrière l'incident d'évasion massive de prison mentionnant que c'était pour qu'elle puisse obtenir les pièces dont elle avait besoin. Elle l'appelle Kilium et Noctis pense qu'elle est folle, mais il finit par le tuer. Après cela, Cray demande ce qui est arrivé à Thalia, mais Citri note qu'elle a juste eu une perte de mémoire. Elle pense que c'est dommage comment tout s'est terminé, mais Cray n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors il est juste d'accord avec elle. Une réunion est organisée au sujet de l'incident à l'association, et Cray aide Citri à demander le golem et les dévoreurs de malice. L'officiel se demande ce qu'il veut faire avec un dévoreur de malice, mais il le confond avec une boisson, ce qui choque tout le monde. Après la réunion, Citri remercie Cray pour son aide et on apprend qu'ils ont pu avoir un mangeur de malice. Citri va le chercher et alors que Cray est sur le point d'aller au lobby, Gark l'interrompt en disant qu'il a besoin de parler. Gark lui parle d'un groupe appelé la Brume Déchue qui vient d'arriver dans la capitale depuis le pays de la Brume, et ils sont menés par un homme nommé Arnold Hale. Gark est surpris que Cray ne connaisse pas Arnold, alors il lui dit qu'Arnold est un chasseur de niveau 7 qui a tué un dragon de foudre, mais Cray mentionne qu'il est aussi un tueur de dragons. Gark rit et lui dit de ne pas causer de problème, et alors qu'il lui tape dans le dos, il casse un de ses anneaux de sécurité. Cray voit une affiche pour une vente aux enchères à laquelle il veut assister, qui vend certaines des reliques de la plus haute qualité, mais Cray note qu'il n'a pas d'argent. Il pense à emprunter à Citri, mais il se souvient qu'il ne l'a même pas remboursé la dernière fois qu'il lui a pris de l'argent. La nièce de Gark, nommée Chloé, demande à Cray pourquoi Gark est de bonne humeur, mais elle est surprise quand il lui dit qu'il parlait d'Arnold. Après le départ de Cray et Citri, Arnold arrive à l'association, et Chloé l'accueille en pensant qu'il est nouveau, mais les gens avec lui ont peur en voyant la façon dont elle lui parle. Pendant ce temps, Citri montre le mangeur de malice qu'elle a obtenu à Cray à Eva. Eva se demande si c'est dangereux, mais Citri note qu'elle l'a entraîné pour qu'il ne lui fasse pas de mal à elle ou à Cray. Il saute sur Cray, mais il casse ses anneaux de sécurité alors qu'il joue avec, alors il réalise que c'est trop dangereux. Il réalise qu'il doit recharger ses reliques, alors il demande à Citri quand sa sœur Lucia sera de retour. Mais elle note que ce sera un moment parce qu'un fantôme d'épéiste est apparu dans la salle du boss du palais de la nuit. Alors Lucia et les autres devront accompagner Luc jusqu'à ce qu'il le batte. Citri lui donne un anneau, dont on apprend que c'est une relique qui peut stocker un sort de l'utilisateur, et on voit qu'il en a aussi un de Lucia. Pendant ce temps, les membres de la Brume Déchue sont en colère parce que Chloé ne savait pas qui était Arnold. Ils refusent d'être sous-estimés juste parce qu'ils sont des étrangers, et ils décident de montrer à tout le monde ce qu'ils peuvent faire. Citri donne un massage à Cray, et il note qu'il a besoin de charger toutes ses reliques. Mais il n'y a personne d'autre que Lucia qui a le mana pour le faire, alors Citri lui dit qu'elle va penser à quelque chose. Elle rassemble un groupe de chasseurs, leur disant qu'ils font un entraînement spécial en culture magique que Cray a inventé. Elle leur dit que cela les aidera à atteindre le niveau de Lucia, et Spin est choqué d'entendre cela. Elle leur demande si l'un d'eux est prêt à essayer, et deux membres du groupe Starlight nommés Chris et Lapis acceptent de suivre l'entraînement. Chris se met en colère contre Cree parce qu'il n'a pas salué Lapis,
mais Lapis l'arrête en disant que même si Cry est un imbécile, il est toujours le maître du clan. Nous avons appris que le groupe Starlight est un groupe rare composé d'une sous-race appelée Esprits Nobles, qui sont connus pour leur longévité et leurs compétences magiques exceptionnelles, mais ils méprisent tous ceux qui ne sont pas des mages exceptionnels. Lapis note que même les nobles considèrent Lucia comme extraordinaire, alors elle ne pense pas qu'il y ait un entraînement qui puisse les rendre aussi forts qu'elle. Mais Citri mentionne que Lucia est devenue l'une des mages les plus puissantes grâce à l'entraînement. Une autre fille nommée Mariette demande également à participer, alors Citri lui donne un des anneaux de Cry à charger, mais elle est surprise par la quantité de mana dont il a besoin. Elle réussit à finir de le charger, mais elle est choquée quand Citri lui donne un autre anneau, et elle mentionne que la puissance d'un mage est déterminée par son mana total, qui cesse d'augmenter pour la plupart des gens au début de leur adolescence. Mariette s'évanouit soudainement, et Citri mentionne que lorsque le mana est surexploité, vous entrez dans un état d'épuisement du mana. Mais elle note que pendant la récupération de cette condition, il y a une chance d'augmenter la limite supérieure de votre mana. Sven pense que c'est fou, et Chris mentionne que même pour les esprits nobles, la récupération du mana prend du temps, alors elle ne pense pas que la méthode soit efficace. Mais Citri donne à Mariotte un jus spécial, qui la fait pousser un cri, et Citri révèle que son mana a déjà augmenté, disant qu'en répétant le processus, ils peuvent devenir plus forts. Lapis se demande si Lucia a vraiment subi un tel entraînement, et Citri mentionne que la puissance de Lucia n'est pas due au talent, mais à son travail acharné. Elle sait que Starlight essaie de recruter Lucia, mais elle mentionne que Lucia ne les a pas rejoints à cause de leur attitude, ou ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde à cause de leur talent naturel. Chris se met en colère, alors elle dit à Citri de lui donner toutes les reliques, disant qu'elle va toutes les charger. Et alors qu'elle commence à le faire, les autres chasseurs la rejoignent également. Pendant ce temps, Arc reçoit une offre de travail pour un homme nommé Sandrine, mais il note qu'il a encore beaucoup à apprendre de Cry. Sandrine lui demande s'il a rencontré le seigneur Gladys en disant que sa fille Claire le cherche et elle apparaît derrière eux. Cry et Citri vont rencontrer Lise, et Tino note qu'elle prend une douche. Lise sort nue, alors Citri couvre rapidement les yeux de Cry, lui disant de mettre des vêtements. Lise se demande si Cry a besoin de quelque chose, et il lui dit qu'il pense à célébrer leur retour en toute sécurité, ce qui l'excite, et elle va le serrer dans ses bras, mais Citri la retient. Ils vont dans un bar où Lise et Citri ont commencé un concours de boissons, mais Citri met une potion dans la boisson de Lise pour la faire ivre plus vite. Elle commence à accuser Citri et elle commence à se disputer, mais Citri met une autre potion dans sa boisson en disant qu'elle devrait continuer leur compétition, mais elle est choquée quand Cry lui donne la boisson avec la potion. Alors elle devient aussi ivre et commence à demander à Cry s'il ne l'utilise que pour son argent, mentionnant qu'il lui doit plus d'1 milliard de guildes. Alors elle lui dit qu'il peut le rembourser avec son corps, mais alors qu'elle s'approche de lui, Lise se met en travers de son chemin. Les membres de la Brume déchue arrivent également au bar où ils commencent à causer des problèmes en essayant de montrer qu'Arnold est au niveau 7. Il exige d'avoir du citron et de l'alcool, alors Lise s'approche de lui et elle verse une boisson sur sa tête ce qui le met en colère, mais elle le frappe avec la cruche et les bête facilement tous. De retour au bureau du clan, Eva note que même si les membres de la Brume déchue étaient également en faute, c'est toujours un problème puisque Lise les a attaqués. Elle pense que puisqu'Arnold a des antécédents de défaite d'un dragon de foudre, il devrait résoudre les choses pacifiquement, et Cry note qu'un dragon de foudre serait délicieux s'il était grillé, disant que Citri lui en a fait une fois. Mais Eva est surprise puisqu'un corps de dragon de foudre est fait de matériaux rares et chers, alors elle n'a jamais entendu parler d'un qui soit vendu comme nourriture. La Brume déchue va à l'association, et Chloé pense qu'ils sont là pour déposer une plainte puisqu'ils ont été battus. Mais Arnold dit qu'il n'a besoin que du nom de la fille qui les a attaqués, alors Gark lui dit que c'est Lise. Il mentionne qu'il a dit à Cry de la tenir éloignée des ennuis, mais il a dû oublier, et tout le monde est choqué quand il mentionne que Cry est au niveau 8. Il leur dit qu'ils ne devraient pas s'inquiéter puisque Cry n'est pas du genre à être un tyran, alors il leur dit qu'ils seront bien s'ils ne causent pas plus de problèmes, mais il semble que cela ne fasse que rendre Arnold plus en colère. Pendant ce temps, Eva est choquée après avoir appris combien d'argent Cry doit à Citri, et il a mentionné qu'elle lui a donné 3 suggestions pour rembourser la dette. La première façon était de la jeter en prison pour qu'elle fasse défaut sur sa dette, mais il lui dit que ce n'est pas une option puisqu'elle n'a rien fait de mal. Mais la deuxième et troisième suggestion qu'elle lui donne est de faire d'elle sa mariée ou de devenir son marié, alors Cry plaisante sur le fait qu'il semble que le mariage soit la seule option.
Eva mentionne qu'il peut la rembourser avec ses revenus des grippes soupirs, ou s'il a besoin de la payer rapidement, il peut aller seul dans une chambre forte au trésor, mais il a trop peur de le faire. Elle mentionne qu'elle va faire un plan de remboursement pour lui, alors elle lui dit de ne pas augmenter davantage sa dette. La brume déchue fait le tour de la ville en essayant d'obtenir des informations sur Cray, mais tout ce qu'ils entendent, ce sont des rumeurs. Et quand ils disent à Arnold comment Cray ne va même pas dans les chambres fortes, cela lui fait penser que c'est parce qu'il n'a rencontré personne avec des capacités qui sont à son niveau. Ils ont mentionné que personne ne l'a jamais vu se battre, alors Arnold pense qu'il doit être le type stratège qui n'a atteint le niveau 8 que grâce à ses amis, ce qui signifie que Cray ne sera pas de taille pour lui parce qu'il a atteint le niveau 7 grâce à sa propre puissance. Tino rencontre Cray et lui demande s'il a besoin de quoi que ce soit en disant qu'elle fera tout ce dont il a besoin, mais elle devient triste quand il lui demande de l'argent. Elle note qu'elle a aussi besoin d'argent pour acheter des fournitures et entretenir son équipement, alors il y a une limite à combien il peut lui emprunter, mais elle n'arrive pas à y croire quand il lui dit combien il doit. Il mentionne que c'est Citri qui lui a prêté l'argent, et elle perd la tête quand il note que s'il ne peut pas la rembourser, il va juste l'épouser. Alors qu'ils vont manger des bonbons, Tino mentionne qu'ils peuvent aller dans une chambre forte et trouver des reliques, disant que la vente aux enchères a lieu dans la ville, alors les reliques se vendront à un prix élevé. Elle pense qu'il peut trouver une chambre forte avec des reliques précieuses, mais il note que s'il avait une telle capacité, il n'aurait pas eu besoin d'emprunter de l'argent à Citri. Il croise la brume déchue qui se prépare à l'attaquer, mais Cray mentionne qu'il comprend ce qu'il ressent puisque Liz les a attaqués de façon inattendue. Alors il s'excuse en son nom et offre même de s'agenouiller. Il ferme la bouche de Tino en disant qu'il a un rendez-vous avec elle, et il n'a même pas apporté son arme. Alors ils devraient se battre une autre fois parce qu'ils ne seront pas satisfaits de le battre quand il n'est pas sérieux. Mais Tino leur dit que Cray s'inquiète juste de les battre trop mal, ce qui leur fera perdre confiance. Cray essaie de la calmer, mais elle continue de les provoquer. Alors voyant qu'il n'a pas d'autre choix, il commence à rassembler une foule autour d'eux, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'il prévoit, et nous apprenons qu'il cherchait en fait d'autres membres du clan pour l'aider, mais il n'a pas eu de chance. Arnold mentionne que les rumeurs sur lui étant mystérieux sont vraies, et il dit que Cray n'a atteint le niveau 8 que grâce à ses amis, ce qui met Tino en colère. Arnold aime le regard dans ses yeux, et il pense qu'elle deviendra forte à l'avenir, mais les membres de la brume déchue lui disent qu'elle n'est pas de taille pour Arnold. Elle demande la permission à Cray de se battre, et tout le monde est choqué quand il ne l'arrête pas. Tino commence à attaquer Arnold, mais il bloque facilement toutes ses attaques. Cray continue de chercher d'autres membres du clan, mais la brume déchue lui dit de faire attention au combat puisque Tino se bat pour lui, alors il commence à l'encourager, ce qui ennuie Arnold. Tino donne un coup de pied, mais ça ne fait rien, et Arnold lui fracasse la tête contre le sol, en colère que Cray ait envoyé un adversaire inférieur pour le combattre. Cray réalise qu'il n'a pas d'autre choix, alors il décide d'utiliser son pendentif, qui contient la magie de Lucia. Il utilise une magie de gravité de haut niveau pour vaincre le brouillard déchu, mais Tino est également touché accidentellement. Il dit à Arnold que s'il veut toujours le combattre, il doit d'abord vaincre les 3 principaux groupes de son clan pour le défier à nouveau. Après cela, Tino s'excuse auprès de Chris car elle n'a pas répondu à ses attentes, mais il note que c'est de sa faute car il a mal interprété la situation. Elle veut toujours se racheter, alors elle demande à Cray de lui dire où sont les coffres au trésor avec de précieuses reliques et elle jure de travailler dur pour rembourser sa dette. Pendant ce temps, Liz s'entraîne avec un golem fabriqué par Citri, mais elle est déçue car ce n'est qu'une réplique, disant à Citri de lui apporter l'original, mais elle mentionne qu'il est au bureau d'enquête. Elle raconte à Liz comment Tina s'est battue avec Arnold, et elle pense que ça a dû être un combat difficile pour elle. Citri mentionne comment Cray l'a aidé à la fin, et elle se demande s'il devrait s'occuper du brouillard déchu, mais Liz pense qu'il devrait les laisser tranquilles à moins que Cray ne leur en donne l'ordre. Cray rencontre Chloé et lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi Arnold et les autres sont en colère contre lui. Alors elle note que c'est parce que même si Arnold est un chasseur de niveau 7, Cray oublie toujours son existence. Elle lui demande quelle a été sa première impression d'Arnold, alors il mentionne qu'il doit aimer les femmes avec de fortes poitrines puisqu'il ne s'intéressait pas à Liz. On voit que Chloé a une fois essayé de rejoindre les premiers pas, mais elle est facilement vaincue par Luke et échoue à l'examen, alors elle a renoncé à être une chasseuse et est devenue réceptionniste pour l'association. Elle demande à Cray pourquoi elle a échoué à son test il y a 3 ans, parce qu'il lui a dit qu'elle avait du potentiel, alors elle se demande ce qui lui manquait.
Il lui dit qu'elle devrait déjà le savoir, mentionnant qu'elle pourrait réussir à son poste actuel, mais il pense qu'elle ne devrait pas, disant qu'elle a déjà trouvé sa place en tant que membre de l'association. Après son départ, il se souvient de la raison pour laquelle elle n'a pas réussi le test il y a 3 ans, et c'était en fait juste parce qu'elle était trop jeune à l'époque, et il sait que s'il la prenait maintenant, Gark le tabasserait. Chloé se demande si le fait que Cray ne lui donne pas de réponse directe est l'une de ces 1000 épreuves pour qu'elle la trouve elle-même. Elle pense qu'il croit que le simple fait de lui donner la réponse ne lui sera pas bénéfique, alors elle décide de continuer à réfléchir à la vraie réponse. Et jusqu'à ce qu'elle le comprenne, elle continuera à remplir son devoir à l'association. Arnold est choqué quand Chloé lui dit ce que Cray a dit de lui, et l'autre membre lui dit de rester calme, disant que Cray essaie seulement de le provoquer, mais il n'arrive pas à y croire quand elle mentionne que Cray pense qu'il n'aime que les femmes avec de fortes poitrines. Arnold ne comprend pas ce que Cray essaie d'accomplir en leur faisant combattre les 3 groupes de son clan, et un membre du Père déchu arrive après avoir rencontré les groupes disant qu'ils ont refusé de les combattre, ce qui met Arnold en colère. Ils lui disent qu'ils ne devraient pas agir imprudemment en disant qu'il y a une vente aux enchères où ils peuvent obtenir de nouveaux équipements, et ils pourraient être en mesure de vendre l'étrange relique qui a été refusée au pays du brouillard. Pendant ce temps, Cray et Tino vont voir un homme nommé Matisse pour lui montrer une relique que Tino a trouvée. Il mentionne que c'est une relique extérieure disant que c'est probablement un objet d'une organisation d'outils magiques de haut niveau, ce qui excite Cray. Il est curieux de connaître son effet, mais Matisse note qu'il ne peut pas savoir sans l'activer. Il a donc besoin de la garder pendant un certain temps, disant qu'il est occupé avec beaucoup d'autres demandes d'évaluation car la vente aux enchères est sur le point de commencer. Cray veut voir les reliques, alors pendant que Matisse est occupé à parler avec Tino, il permet à Cray de les examiner. Matisse dit à Tino de prendre soin d'elle, disant qu'elle lui rappelle sa petite fille, et il mentionne qu'elle devrait dépendre de ses amis si quelque chose arrive. Il note que même Cray peut être utile parfois, et elle dit que même si Cray est stricte, c'est une personne merveilleuse. Alors comparée à lui, elle n'est rien. Matisse se met en colère et demande à Cray ce qu'il lui enseigne, mais Cray est trop concentré sur les reliques. Il voit une relique appelée le visage inversé, qui peut changer le visage de son utilisateur, mais celle qu'il avait a été détruite par Lise, alors il la veut pour pouvoir sortir sans souci. Matisse lui dit de s'en aller, disant qu'il a beaucoup de travail à faire, mais Cray lui dit de contacter la personne qui lui a donné la relique pour approbation, car il veut traiter directement avec elle. Après cela, Tino demande à Cray comment il va obtenir l'argent, et il mentionne que la relique n'est pas vendue dans les magasins car elle peut être utilisée pour des crimes, alors il ne peut pas laisser passer une telle opportunité. Tino lui dit que Citri est presque à court d'argent parce qu'elle en a mis beaucoup dans ses recherches, et ses potions sont également chères, qu'elle a distribuées gratuitement aux mages. Elle mentionne que si la relique qu'ils ont fait évaluer est vendue très cher, tous ces problèmes seront résolus. Mais Cray pense à la garder pour lui si elle s'avère rare. Il tombe sur une calèche avec un blason noble, et Tino mentionne que c'est le blason de la famille du comte Gladys, mais elle est confuse par ce qu'ils font là car ils détestent les chasseurs. Il voit Claire rencontrer Ark qui lui dit qu'elle voulait juste voir où Ark passe son temps, et elle mentionne qu'elle déteste les chasseurs, mais elle aime Ark car il a de la dignité. Elle voit Cree la regarder fixement, alors elle lui dit d'arrêter de la regarder, ce qui met Tina en colère, mais Cree la retient rapidement. Ark le présente à Claire, qui dit que son père lui a parlé de lui, mais elle note qu'il a l'air faible, alors elle ne peut pas croire que son niveau soit plus élevé que celui d'Ark. Elle se demande s'il a acheté son statut avec de l'argent, le traitant de grossier, mais elle ne comprend pas pourquoi il ne dit rien pour se défendre. Alors il mentionne qu'il essaie d'être prudent avec son comportement car il a été élevé sans apprendre les bonnes manières. Après son départ, Cray demande à Ark s'il a de l'argent, mais il refuse de lui en prêter car il sait que Cray a dû trouver une autre relique. Cray lui dit qu'il doit l'obtenir, alors Ark lui demande ce que la relique peut faire. Mais quand Cray dit qu'il ne peut pas lui dire, Ark lui dit qu'il ne peut pas l'aider. Cray commence à demander à tout le monde de lui prêter de l'argent et une rumeur se répand dans toute la ville selon laquelle il cherche à acheter une relique puissante à la vente aux enchères. Après avoir vu qu'il n'a pas d'autre choix, il retourne voir Citri et s'excuse de lui avoir demandé plus d'argent même s'il lui a dit qu'il allait rembourser sa dette. Elle note que c'est ainsi que leur relation a toujours été et elle dit que ses recherches seront un peu retardées, mais elle a réussi à obtenir de l'argent en vendant des matériaux de rechange. Elle note que puisqu'il a vraiment besoin de la relique, elle mettra ses besoins de côté,
et elle propose même d'aller à la banque pour un prêt si l'argent ne suffit pas. Cray espère que le propriétaire de la relique n'en demandera pas trop, mais il est choqué quand il voit que la relique appartient au brouillard déchu. Le compagnon d'Arnold leur dit que c'est une relique rare qu'ils ont ramenée du pays du brouillard, alors ils ne vont pas la vendre à bas prix, mais Citri leur dit qu'elle a l'air effrayante. Le compagnon d'Arnold dit qu'ils vont juste la mettre aux enchères, mais Citri mentionne que les nobles n'achètent pas de reliques qui n'ont pas l'air impressionnantes, donc elle ne sera pas vendue à un prix élevé. Arnold mentionne qu'ils ne savent même pas quel est l'effet de la relique, donc ils ne peuvent pas lui attribuer un prix. Mais il pense que Cray doit savoir ce qu'elle peut faire puisqu'il est prêt à l'acheter. Cray refuse de lui dire quoi que ce soit, mais il note que la relique est dangereuse, c'est pourquoi elle a été interdite par la loi. Alors il leur dit qu'il vaut mieux qu'ils la laissent tomber, alors Arnold se demande pourquoi il la voudrait. Arnold commence à se demander si Cray les attire dans un piège, et il pense que la relique pourrait vraiment être un objet dangereux. Alors Cray essaie juste de les amener à la garder. Il décide de la vendre pour 10 millions de guildes, parce qu'il sait qu'elle ne leur est d'aucune utilité puisqu'ils ne savent pas comment l'utiliser, et tomber dans le piège de Cray en la gardant serait le pire des scénarios, c'est pourquoi il a suggéré un prix qu'il ne pourrait pas refuser. Il pense qu'il a gagné la négociation, mais Cray demande à Citri si c'est normal qu'elle soit si bon marché, mais elle note que ce sont eux qui ont suggéré le prix. Alors qu'ils sont sur le point de l'acheter, d'autres chasseurs commencent à offrir plus d'argent, et Claire offre 100 millions pour l'acheter. Après cela, Eva dit à Cray que tout le monde pense que c'est la relique la plus puissante du monde puisqu'il demandait des prêts pour l'acheter, mais Cray mentionne que sa seule utilité est d'éviter d'être reconnu. Elle lui dit d'arrêter d'augmenter sa dette, mais Citri arrive avec 800 millions de guildes, ce qu'elle révèle qu'elle gardait pour leur mariage. Mais Eva se met en colère contre elle pour avoir encouragé Cray, alors elles finissent par se disputer. Après cela, Cray et Citri vont rencontrer Claire pour discuter de la relique, et elle admire son attitude pour s'être présentée si ouvertement, disant que ses nerfs semblent rivaliser même avec ceux d'Ark. Mais il dit que la seule chose qu'il a qui surpasse Ark est son niveau. Il mentionne qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il serait le rival d'Ark, mais il note qu'ils ne sont même pas au même niveau, et il considère Ark comme son ami. Elle pense qu'il se moque d'Ark, alors elle sort son épée disant que Cray a dû rassembler beaucoup de reliques pour atteindre le niveau 8, ce qui signifie que sa force est fausse, et elle décide de gagner la relique et de la donner à Ark pour l'aider à devenir le plus fort. Mais Cray lui dit qu'Ark ne serait pas content de cela, car une relique n'est pas ce qui rend une personne forte. Claire commence à pleurer, disant qu'elle obtiendra la relique quoi qu'il arrive, mais Citri lui dit que même si elle vient de la famille Gladys, elle n'a pas une quantité illimitée d'argent. Citri sait que Claire n'a que 100 millions, et elle révèle que leur budget est de 200 millions, alors elle devrait juste reculer. Mais elle dit à Claire que si elle peut obtenir plus de 200 millions, alors elles admettront leur défaite. Claire raconte la situation à son père, et il dit qu'ils ne peuvent pas reculer car cela ternirait le nom de leur famille. Alors il demande à son conseiller nommé Monté combien ils peuvent dépenser, et il note qu'ils peuvent prendre 500 millions des économies de leur famille ainsi qu'un prêt de 500 millions d'une entreprise, mais il aura un taux d'intérêt élevé. Claire mentionne que le budget de Cray n'est que de 200 millions, donc ils n'ont besoin que de plus que cela. Mais Monté lui dit qu'aucun concurrent ne révélerait son budget réel, et Gladys lui dit de gagner quoi qu'il arrive. Nous apprenons que Citri a un budget de 950 millions, mais elle n'est pas sûre qu'il puisse gagner. Cray lui dit qu'elle en a fait assez, et Lys propose de voler la relique s'ils perdent, mais Citri lui dit que c'est une mauvaise idée car Cray serait le principal suspect. Ils arrivent à la vente aux enchères, et ils retrouvent Tino et les autres. Cray se rend compte que tout le monde s'interroge sur l'ultime relique qu'il recherche, alors il demande à Tino d'enchérir à sa place. La vente aux enchères commence, et alors que les reliques sont vendues, Lys se demande quand le masque sortira. Mais Cray lui dit que c'est le dernier article, car il y a beaucoup d'intérêt autour de lui, et Cray est déçu de ne pas pouvoir enchérir sur les autres articles, sinon il pourrait ne pas avoir assez d'argent pour le masque. Une épée sort ensuite, et Tina regarde Cray pour avoir son signal, ce qui le fait lutter pour contrôler sa dépendance, mais il se souvient soudainement qu'il a un atout. Il se rappelle que c'est seulement pour une urgence, mais alors que les articles suivants sortent, il commence à perdre le contrôle. Il est sur le point de faire une offre, mais il pense à ce que Citri penserait de lui. Il se rend compte qu'elle lui pardonnerait simplement, alors il se prépare à tout donner, mais l'article suivant est le golem akashique. Il se rend compte que Citri le veut, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car ils n'auront pas assez d'argent pour le masque s'ils essaient d'acheter le golem.
Elle lui dit que ce n'est pas important, mais Cray voit combien cela compte pour elle, alors il décide de le gagner pour elle. L'enchère atteint 300 millions, alors Citri commence à s'inquiéter, mais Cray pense que c'est vraiment juste son argent. L'enchère atteint 500 millions, mais Cray continue d'enchérir, et il offre tout son budget de 950 millions, mais il est toujours surenchéri. Le golem finit par se vendre pour 1,6 milliard, et nous voyons que Cray voulait remercier son atout, qui, nous l'avons appris, était un chèque de Lucia, et il se demande si c'était bien pour lui d'utiliser toutes les économies de sa sœur. Il parle à Tino après avoir gagné, et Gilbert se demande ce qu'il va faire du masque, mais il leur dit qu'il a déjà atteint son objectif. Il décide de rentrer plus tôt, et la vente aux enchères pour le masque commence, mais il se souvient que Claire a dit qu'elle le donnerait à Arc, alors il se rend compte comment il peut encore l'obtenir. Il rencontre Arc le lendemain, et il lui dit d'aller voir Claire, lui disant que la relique qu'elle a gagnée est dangereuse. Le compagnon d'Arc pense que Cray est trop vague, mais Arc demande s'il aura besoin de son arme et Cray lui dit qu'il serait préférable de ne pas la porter. Nous voyons Claire se sentir déprimée et nous la voyons dire à son père qu'elle a remporté la vente aux enchères, mais Minté remarque que Cray est parti tôt. Il réalise combien d'argent il avait, alors il pense qu'il les a juste laissés gagner. Elle est effrayée en regardant le masque, et elle pense qu'elle est une perdante, mais il lui demande soudainement si elle veut du pouvoir. Il commence à flotter en l'appelant apte à utiliser son pouvoir, et il la possède soudainement. Pendant ce temps, Arc rencontre son père, et il lui raconte comment Claire s'est enfermée dans sa chambre. Il y a soudain un fracas, alors il se précipite pour vérifier, et il trouve Claire avec le masque alors qu'elle jette un garde au loin. Arc lui demande ce qui s'est passé, alors elle lui dit qu'elle a gagné la relique la plus puissante pour lui. Alors il la remercie et lui demande de l'enlever pour le lui donner, mais elle voit qu'il a son épée, et Arc se souvient de l'avertissement de Cray concernant le fait d'apporter son arme. Claire commence à perdre le contrôle, alors Arc ordonne à son groupe de se préparer à se battre, mais les avertit de ne pas blesser Claire. Elle refuse de perdre qui que ce soit et elle charge Arc avec une épée. Pendant ce temps, le dégel et le brouillard sont heureux d'avoir pu vendre le masque pour 200 millions, mais ils trouvent Lise et Citri qui les attendent. Ils leur disent que le profit qu'ils ont gagné faisait partie du plan de Cray, alors ils demandent une part de l'argent. Le compagnon d'Arnold pense que c'est ridicule, mais Citri leur dit qu'elle leur vendra l'antidote pour 110 millions. Elle leur demande s'ils ont remarqué que leur boisson avait un goût bizarre, et ils se sentent tous soudainement malades, alors Arnold se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix. De retour au bureau du clan, Cray organise une fête pour remercier Arc, et il donne le masque à Cray. Cray est excité d'avoir le visage inversé, et Claire le remercie d'avoir envoyé Arc. Arc l'avertit que c'est dangereux, mais il le met instantanément. Il s'accroche à son visage et l'évalue, mais constate que toutes ses statistiques sont trop basses, et qu'il n'a aucune motivation. Alors il n'est pas apte à l'utiliser, et il se retire. Cray se rend compte que ce n'est pas le visage inversé, mais pense que c'est rare car il peut parler, et Claire décide de simplement le lui donner. Lise et Citri reviennent avec l'argent, et ils apprécient tous la fête. Cray pense à la façon dont Claire a pu activer le masque, alors il se déprime en réalisant qu'il doit être encore plus faible qu'elle. Dans un flashback de 5 ans plus tôt, nous voyons Tina alors qu'elle se prépare à quitter sa maison, et elle dit à ses tuteurs qu'elle doit aller faire du shopping. Sa tante lui dit de rentrer tôt, mais Tina lui assure qu'elle ira bien puisqu'elle a déjà 11 ans. Le boulanger lui donne du pain et il est impressionné qu'elle puisse faire du shopping seule, mais il l'avertit de faire attention car il y a des criminels qui ciblent les enfants. Alors elle s'inquiète, mais il lui assure qu'elle ira bien car il y a des chevaliers qui patrouillent dans les rues. Elle quitte la boulangerie, mais nous voyons deux hommes la regarder, et alors qu'elle entre dans une ruelle, elle heurte l'un d'eux, alors il lui dit de faire attention où elle va. Elle s'excuse et recule de quelques pas, mais elle heurte son compagnon, qui lui dit qu'elle vient de lui casser les os, alors ils exigent qu'elle paie. Elle commence à s'enfuir, mais il bloque son chemin, et elle se rend compte qu'elle ne peut pas s'échapper. Elle devient épuisée, et ils lui disent que les chevaliers ne patrouillent pas dans les ruelles, donc personne ne viendra la sauver. Ils se préparent à l'emmener dans leur organisation, mais Christ apparaît soudainement, et il s'excuse de les interrompre, leur disant qu'il ne s'attendait pas à voir des gens là-bas. Ses amis arrivent également, et ils mentionnent qu'ils sont les âmes en deuil, mais l'un des hommes leur dit de ne pas se mettre en travers du chemin, alors Luc le renverse. L'autre se rend compte que Luc a ruiné ses cheveux et il essaie de frapper Cray,
mais Lise le repousse d'un coup de pied et son compagnon lui dit qu'ils sont en infériorité numérique, alors il décide de se retirer. Nous revenons au présent alors que Tino mentionne que Cray est comme un dieu pour elle puisqu'il est apparu de nulle part pour la sauver. Eva est heureuse d'avoir pu s'enfuir et d'avoir été égratignée, et Cray prétend qu'il est allé dans l'allée pour la sauver, mais nous avons appris qu'il est juste tombé sur les hommes alors qu'il errait aveuglément. Elle raconte à tout le monde à quel point il est incroyable, mais il la supplie de les laisser partir car elle n'arrête pas de répéter son histoire. Cray l'ignore et demande à Matisse pourquoi il ne l'écoute pas, alors il explique que c'est parce que son histoire ne finit jamais. Cray lui demande s'il a évalué la relique qu'elle a trouvée et lui dit de se dépêcher, mais il explique qu'il doit encore terminer ses autres tâches avant de faire ça. Nous revenons au moment où Tino a remercié Cray de l'avoir sauvé, et Lise se demande si les hommes lui ont pris quelque chose. Alors elle vérifie ses affaires et se rend compte que sa broche a disparu. Cray lui dit de ne pas s'inquiéter car ils s'occuperont des criminels, et après son départ, il dit aux autres qu'il devrait signaler les hommes à l'association car il sait que ce sont des chasseurs. Citri se demande comment il sait ça car il ne pouvait rien voir avec leur masque, alors Cray prétend qu'il a utilisé l'œil de son esprit, mais nous avons appris qu'il a juste fait une supposition hasardeuse. Il rencontre Gark pour la première fois, et il note qu'il a entendu des rumeurs sur les âmes en deuil. Mais Cray ne se sent pas à l'aise de lui parler car son visage a l'air effrayant. Kana leur pose des questions sur l'homme qui a harcelé Tino. Alors Cray note qu'ils ont juste volé sa broche, mais Gark mentionne que c'est toujours un problème sérieux et il commence à poser des questions. Mais Cray note que lui et ses amis n'ont entendu que leur voix car leurs masques n'ont pas de trou pour les yeux, et il pense que Tino peut aider l'association à identifier les criminels. Gark mentionne qu'il ne sera pas facile de les attraper car il y a d'innombrables chasseurs dans la capitale, mais il remercie Cray pour son rapport et promet de travailler avec la 9e pour attraper les criminels. Après le départ des âmes en deuil, Gark mentionne que ce sont encore des débutants, et il ne sait pas si leur rapport est fiable car ils n'ont même pas vu les visages des hommes. Mais Kana pense que c'est bien d'avoir un groupe avec un sens de la justice, et il mentionne qu'ils doivent résoudre l'affaire, se demandant qui est derrière les enlèvements. Pendant ce temps, les criminels sont en colère d'avoir échoué à attraper Tino, et ils craignent que leur organisation ne se débarrasse d'eux s'ils n'atteignent pas leur quota. Mais ils savent qu'ils doivent faire quelque chose au sujet des âmes en deuil, alors ils décident de les emmener à l'organisation, pensant que c'est la meilleure façon de les écarter. Le lendemain, les criminels parlent aux âmes en deuil, et ils proposent de les présenter à l'organisation. Ils ont mentionné que leur patron est une personne influente dans la capitale, mais ils lui ont parlé de Cray et de ses amis, alors il a accepté de les rencontrer. Cray n'a aucune idée de ce dont parlent les hommes, et il ne les reconnaît même pas, alors il décide de les suivre jusqu'à leur cachette. Il lui demande ce qu'il a fait à leur proie, pensant qu'il a dû la vendre à quelqu'un, mais il pense qu'ils font référence à un monstre qu'il vient de vaincre. Alors il mentionne qu'il a décidé de le tuer car c'est de la marchandise endommagée, et les hommes n'arrivent pas à croire à quel point il est mauvais. Et ses amis atteignent la cachette où un homme les accueille, et il note qu'il dira au propriétaire qu'ils sont arrivés. Cray regarde autour de lui, se demandant à quel type d'organisation ils ont affaire, et Lucia lui dit que l'homme qui les a conduits là-bas sont les criminels qui ont harcelé Tino. Il est surpris d'entendre ça, mais il continue d'agir cool, et ses amis pensent que c'était évident, se demandant quand les criminels vont commencer à les attaquer. Le patron arrive et les invite à travailler pour l'organisation, promettant de les récompenser tant qu'ils atteignent leur quota. Cray note qu'ils ont besoin de temps pour y réfléchir, et le patron leur permet de rentrer chez eux, mais leur dit de vérifier d'abord sa marchandise. Il ouvre un rideau révélant qu'ils ont kidnappé un certain nombre d'enfants, prévoyant de les vendre à profit. Cray se rend compte qu'ils sont mauvais, et le patron note qu'il prévoit de développer son organisation, demandant à Cray s'il veut les rejoindre. Mais il refuse de travailler avec eux, alors l'un d'eux tire sur Luke et le boss note qu'il l'a mérité puisqu'il a blessé un de ses hommes. Mais il se lève soudainement et tranche le bras du patron, et il se demande comment Luke est encore en vie puisqu'il a reçu une balle dans la tête. Il explique donc que son masque a arrêté la balle, et ses amis révèlent qu'ils ont dépensé toutes leurs économies pour leur masque, c'est pourquoi ils sont extrêmement résistants. Le patron ordonne à ses hommes d'attaquer, alors ils ouvrent le feu, mais Luke dévie leurs balles et les amis de Cray commencent à les abattre. Les prisonniers paniquent alors que les balles atteignent leur cage. Alors Ansem les protège avec son bouclier et Cray les couvre avec le rideau pendant que ses amis éliminent les criminels. Le patron les regarde alors qu'il défend ses hommes et Citri lui lance une bombe pour l'achever, pendant que Cray porte son masque.
Il pense que tout ira bien puisque Gark est déjà au courant des criminels et il marche accidentellement sur quelque chose en réalisant que c'est la broche perdue de Tino. Le lendemain, on voit Cree lire le journal qui mentionne que l'organisation a été détruite et que toutes les personnes disparues ont pu rentrer chez elles. Il n'arrive pas à croire que son groupe a éliminé l'organisation qui causait des problèmes dans la ville, mais il sait que le public ne découvrira pas qu'ils l'ont fait puisque Gark les couvre. Citri lui dit qu'ils ont été convoqués par l'association, et il pense que tout ira bien puisqu'ils n'ont rien fait de mal. Il voit Tina qui les attend, et elle révèle qu'elle a aussi été convoquée puisque l'association veut qu'elle fasse une déclaration. Cray lui donne la broche qu'elle a perdue, et elle le remercie de la lui avoir rendue, lui disant qu'elle est contente de les revoir tous. De retour dans le présent, Tino appelle Cray son maître et note qu'elle est la personne la plus chanceuse du monde puisqu'elle ne sait pas où elle serait si elle ne l'avait pas rencontré. Elle lui rappelle que c'est leur anniversaire, lui disant que ça fait 5 ans qu'elle a rencontré les âmes en deuil, et elle note qu'elle travaillera dur pour pouvoir les rejoindre. Tino emmène Cray dans une ruine et lui montre un trou géant, lui demandant s'il pense qu'ils y trouveront des reliques. Il pense que c'est peu probable et Citri est d'accord avec lui puisqu'il n'y a aucune perturbation dans le matériel de mana. Mais Tino pense toujours qu'ils trouveront quelque chose au fond et Cray lui dit de ne pas en faire trop, mais elle saute immédiatement dans le trou. Citri révèle que le trou a été creusé par le golem qu'il a acheté à la vente aux enchères et que l'ancienne base de Noctis a été construite sous les ruines, mais l'entrée est déguisée en nid de lapin des sables. Elle lui dit qu'il devrait regarder autour et note qu'elle a trouvé l'entrée lui disant qu'il devrait trouver le centre de recherche de la tour akashique à l'intérieur. Un homme étrange sort du sol et il mentionne qu'il a fait une merveilleuse découverte sur les lapins des sables, mais Cray se demande qui il est. Alors il se présente comme un chercheur sur les lapins nommé Aleko et note qu'il a appris quelque chose d'étonnant. Il montre à Cray le nid du lapin des sables et pense que c'est la preuve que les créatures sont très intelligentes puisqu'elles ont pu créer une civilisation souterraine. Il croit que le trou géant est la preuve que le roi est apparu et note que l'endroit est leur capitale. Mais Citri pense que les lapins n'ont pas créé de civilisation puisqu'ils ne vivent pas sous terre. Il retourne à la surface, mais il voit Tina courir pour sauver sa vie plus qu'un lapin géant la poursuit. Alors Aleko pense que c'est le roi des lapins et il court après lui. Après cela, Cray retourne à son bureau où il apprend qu'il a beaucoup de lettres à lire, mais il dit à Eva de simplement les ouvrir et d'envoyer des réponses génériques, lui disant de refuser toute demande. Il lui dit qu'il est trop occupé pour les lire, et elle note qu'il n'a aucun plan en vue, mais il explique qu'il doit garder son emploi du temps ouvert. Elle se demande s'il a trouvé une autre relique, mais il mentionne qu'il utilise celle que Tina a trouvée, et Matisse vient de finir de l'évaluer. Il révèle qu'elle s'appelle forme de mirage et il peut l'utiliser pour créer et contrôler des illusions expliquant qu'il peut les projeter où il veut. Il crée une copie de la tête d'Eva et elle lui dit d'arrêter, alors il supprime l'illusion pensant qu'il doit remercier Tino de l'avoir trouvée. Pendant ce temps, on voit Lise interroger les chasseurs qu'elle a capturés, mais elle réalise qu'ils ne savent pas pour qui ils travaillent. Alors Citri pense qu'ils ont juste accepté le travail pour gagner de l'argent facilement. Elle pense qu'ils devraient se concentrer sur les vestiges de la tour akashique au lieu d'interroger les chasseurs, et Lise se demande si elle devrait s'en débarrasser, mais Citri pense qu'ils peuvent encore les utiliser. Elle les invite à travailler pour elle, mais ils ne répondent pas. Alors Lise leur dit de dire quelque chose et les frappe. On revient à Cray alors qu'il s'excuse d'avoir mis Tino en danger, mais elle pense que c'est de sa faute puisqu'elle n'avait pas réalisé que c'était une autre de ses épreuves. Il propose de lui donner une relique pour la remercier du bracelet, et Lise suggère de lui donner quelque chose qui la rendra plus forte puisqu'elle ne se débrouille pas bien pendant leur entraînement. Tino mentionne qu'elle ne veut pas dépendre des reliques, mais Lise lui rappelle qu'elle s'est enfuie d'un lapin des sables, elle doit donc être extrêmement faible. Cray réalise que Lise a raison, alors il dit à Tino qu'il utilisera une relique pour augmenter ses capacités physiques, et elle est excitée de voir ce qu'il va lui donner. Mais il lui montre le masque qui a possédé Claire, alors elle devient nerveuse, et il lui rappelle qu'il est si efficace que Claire a pu suivre Arc. Tino ne veut pas l'utiliser, mais Lise la retient et le masque sent son désir de devenir plus forte, alors il veut libérer son pouvoir caché. Lise et Citri la poussent vers l'avant et le masque s'attache à son visage, alors Cray lui demande si elle va bien. Elle s'accroche soudainement à lui et dit à Lise et Citri de se tenir éloignées de lui puisqu'elles ne sont pas dignes d'être avec lui. Alors elles se mettent en colère et se préparent à l'affronter. Après cela, Gark dit à Cray que le comte Gladys a un travail pour lui et il note que c'est dangereux,
mais il pense que Cray devrait l'accepter puisque la récompense est énorme. Il mentionne qu'il n'est pas intéressé, mais Gark lui rappelle son quota et lui dit qu'il n'a pas accepté de travail depuis un certain temps. Kana l'avertit qu'il sera expulsé de l'association s'il n'accepte pas le travail. Alors il réalise qu'il n'a pas le choix et note qu'il prendra la lettre après avoir fait des préparatifs. Après cela, Cray se promène dans la ville et il ne veut toujours pas accepter le travail. Alors il se demande comment il peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Il croise deux étrangers, et ils lui disent qu'ils veulent lui parler, alors il se joint à eux pour une tasse de thé. L'un d'eux lui dit de se retirer de l'affaire et note qu'Akasha était leur proie, mais Cray n'a aucune idée de ce dont il parle. Son compagnon lui dit de ne pas affronter Cray, mais il pense que c'est la meilleure façon de négocier avec lui, puisque Cray est un intrigant connu sous le nom d'Emile Astuce. Le garçon dit à Cray pourquoi il ne devrait pas s'impliquer dans l'affaire, mais il apprécie juste son thé, et il accepte immédiatement de se retirer de l'affaire, puisqu'il s'en fiche. Le garçon est content qu'il lui ait demandé directement, mais Arnold et ses amis les interrompent, et il mentionne qu'il est là pour Cray. Il leur rappelle qu'il ne les combattra pas à moins qu'ils ne battent les membres de son clan, mais ils lui disent qu'ils s'en fichent et notent qu'ils veulent commencer avec lui. Mais le garçon leur dit de ne pas s'en prendre à son invité, et il dit à Cray qu'il s'occupera d'eux pour se faire pardonner de sa grossièreté. Il se présente comme baron, tandis que la fille leur dit qu'elle est Marie, et nous apprenons qu'ils sont du clan de la malédiction cachée. Arnold et ses hommes savent que leur chef est le mage le plus puissant de la capitale, mais Cray mentionne qu'il doit aller aux toilettes, et il s'échappe par la fenêtre puisqu'il ne veut pas s'impliquer. Il utilise sa relique pour faire croire à tout le monde qu'il est Arc, mais il finit par faire une scène puisque sa tête brille. Il retourne au bureau du clan où Eva lui dit qu'il l'a enfin fait puisqu'il a reçu une invitation au rassemblement des Lames Blanches, auquel assisteront des chevaliers et des chasseurs d'élite. Mais il n'est pas heureux d'apprendre cela puisqu'il ne veut pas y assister et il décide de partir en vacances lui disant qu'il s'arrêtera au rassemblement s'il revient à temps. Après cela, Cray parle à Liz et Citri de son plan de partir en vacances et elles sont excitées de le rejoindre lui demandant où elles vont. Alors ils notent qu'ils vont rencontrer Luke et la bande au Night Palace, mais Citri lui rappelle qu'ils doivent encore terminer leur enquête sur Akasha. Il réalise que c'est l'affaire dont Baron parlait, alors il note qu'il a demandé à la malédiction cachée de s'en occuper, et Liz est contente qu'il puisse quitter la capitale. Elle dit aux membres de leur clan que Cray part en vacances et leur demande qui veut se joindre à eux, mais ils trouvent tous des excuses puisqu'ils ne sont pas intéressés. Cray mentionne qu'il ne devrait forcer personne et il pense qu'il serait préférable que tout le monde se joigne aux vacances, mais il ne veut pas amener beaucoup de gens avec lui. Liz dit à Tina de se réveiller, mais elle se cache sous sa couverture puisqu'elle a honte de ce qu'elle a fait après avoir porté le masque. Mais Liz enlève sa couverture et lui dit de se préparer puisqu'elle part en vacances avec Cray. Alors qu'ils se préparent à partir, Citri révèle qu'ils ont des assistants et nous voyons que ce sont les 3 personnes que Liz a interrogées. Elle leur dit de se présenter mais ils refusent de coopérer. Alors elle appuie sur un bouton pour les choquer, et ils révèlent que leurs noms sont noirs, blancs et gris. Liz porte Tino jusqu'à la calèche, mais elle mentionne qu'elle ne veut pas se joindre à eux, puisque Cray lui fera subir 1000 épreuves, et Citri ordonne aux assistants de se préparer au départ. Pendant ce temps, Arnold et ses amis apprennent que Cray est parti en vacances et ils n'arrivent pas à croire qu'il fuit la ville, alors ils décident de le poursuivre. Gark l'apprend également et il pense que Cray est parti pour répondre à la demande du comte Gladys, mais il réalise que Cray a laissé la lettre. Alors il ordonne à Chloé d'obtenir une escorte et de rattraper Cray, puisqu'il a besoin de la lettre pour prouver son identité. Elle se prépare à partir avec Gilbert et Ruta, mais elle pense qu'il est risqué de voyager puisqu'ils ne sont que quelques-uns, et elle réalise qu'Arnold cherche aussi Cray. Ce soir-là, les membres du clan de Cray réalisent que la malédiction cachée est sur le point de déclencher une guerre avec les vestiges d'Akasha, et ils réalisent qu'ils ont des ennuis puisqu'ils en ressentiront les effets, et Cray est hors de la ville. On voit Liz entraîner Tino, qui a du mal à suivre, et Citri lui donne la potion de paratonnerre, alors elle menace de l'utiliser sur Tino. Elle court pour sauver sa peau, et Cray lui dit d'utiliser le masque, mais elle refuse de le porter à nouveau et se fait frapper par la foudre. Mais Liz se rend compte qu'elle peut encore bouger, alors elle continue leur entraînement et Citri dit à Cray de ne pas s'inquiéter car elle a beaucoup de potions de guérison. Après ça, Cray dit à tout le monde qu'ils n'ont plus le droit de s'entraîner puisqu'ils sont en vacances, et il remarque qu'ils n'ont le droit de rien faire qui puisse les rendre plus forts. Il leur dit d'éviter la violence, afin qu'ils puissent profiter de leurs vacances,
et il pense qu'il ne veut pas qu'ils deviennent plus forts, afin qu'ils puissent profiter du frisson de leur combat à l'avenir. Mais il leur dit que ce n'est pas le cas, et il se rend compte qu'ils ne savent pas ce que veut dire le mot vacances. Pendant ce temps, le groupe de Chloé est content que le groupe d'Arnold soit avec eux car ils ont déjà rencontré plusieurs monstres. Elle lui dit qu'elle sait où trouver Cry, révélant qu'il se dirige vers le territoire de Gladys, et Arnold a hâte de le combattre. On voit Cry et ses amis se reposer dans une ville, et Liz trouve une pièce cachée où elle voit une potion d'amour, mais Citri lui dit de ne pas y toucher. Cry se rend compte que Tino se comporte bizarrement, alors il lui dit d'arrêter de s'inquiéter puisqu'ils sont en vacances, mais la foudre frappe soudainement la ville et l'alarme se déclenche. Liz et Citri se demandent ce qui s'est passé, et elles pensent à sortir, mais il leur assure qu'elles iront bien tant qu'elles resteront là car ils pensent que les chevaliers peuvent s'en occuper. Arnold et les autres arrivent en ville, mais ils se rendent compte qu'elle est en feu, et un garde révèle que l'esprit de la foudre les attaque. Ils se demandent ce qu'un élémentaire fait là, et ils savent qu'il est plus fort qu'un dragon de tonnerre, alors ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes. Arnold pense que Cry a dû l'invoquer, et Chloé se prépare à l'affronter, mais il se rend compte que sa main tremble, alors il lui dit de reculer. Mais Gilbert et Ritter lui rappellent qu'ils sont aussi des chasseurs, alors ils veulent le combattre, et tout le monde charge l'esprit de la foudre. Mais Arnold se demande pourquoi Cry ne se montre pas. Tout le monde lutte contre l'esprit, alors ils commencent à perdre espoir, pensant qu'ils n'ont aucune chance. Mais les amis d'Arnold leur disent qu'il est trop tôt pour abandonner. Il monte à cheval pour réduire la distance, et il se jette sur l'esprit, l'attaquant avec tout ce qu'il a. Le lendemain, Cry et les autres voient les dégâts causés par l'esprit, et le garde leur raconte ce qui s'est passé. Alors Liz pense que c'est dommage car elle aurait voulu le combattre. Le garde note qu'un groupe de chasseurs de haut niveau l'a vaincu, donc personne n'est mort pendant l'incident, et Cry est content qu'ils aient été là car il a pu dormir comme une masse. Après ça, Arnold se rend compte que Cry vient de quitter la ville, et Chloé mentionne qu'elle a parlé à un garde qui lui a dit que Cry avait pu dormir comme une masse grâce à eux. Alors Arnold se met en colère, et il dit à tout le monde qu'il devrait partir immédiatement afin de pouvoir rattraper Cry. On voit Liz et Citri se battre pour savoir qui va s'asseoir à côté de Cry, et Citri menace d'utiliser une potion qui attire les monstres, mais il la prend et la jette, leur disant d'arrêter de se battre. Ils notent que leur prochaine destination est la ville de Gula, et Tino se demande pourquoi ils y vont. Alors il révèle qu'il veut visiter un café qui est célèbre pour ses parfaits. Liz et Citri ont mentionné qu'elles ne sont pas intéressées par les sucreries, mais Tino n'arrive pas à se détendre car elle pense qu'il prévoit de la tester à nouveau. Ils arrivent à la ville de Gula où ils voient un drapeau rouge et un garde ordonne à tout le monde de faire la queue. Mais Citri utilise son charme et lui demande ce qui se passe. Alors il révèle qu'il y a une horde d'orques dans les montagnes voisines et les gardes pensent que leur ville est condamnée s'ils attaquent, alors ils ont décidé de faire appel à des renforts. Liz essaie aussi de le charmer, lui disant qu'elle a peur, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils vont s'occuper de tout. Les filles commencent à le complimenter, et Cry se rend compte qu'elle s'amuse, mais Tino est toujours paranoïaque, et elle se demande s'il va utiliser les orques pour la tester. Il lui dit qu'il devrait manger un parfait au chocolat demain, mais elle pense qu'il utilise le terme parfait comme un nom de code pour les orques, alors elle est sur le point de refuser. Mais Liz et Citri la convainquent de le rejoindre, et elle ne peut pas refuser car elle a peur d'elle. Ce soir-là, les aides pensent à s'échapper, mais ils se rendent compte que Kilium et le mangeur de malice les surveillent. Ils entendent les orques dans les montagnes, alors le mangeur de malice s'envole avec Kilium, et il commence à massacrer les orques, alors leur chef panique et leur ordonne de battre en retraite. Pendant ce temps, Cry dit à Tino qu'il est excité de manger des parfaits au chocolat demain, mais elle est nerveuse car elle pense qu'il fait référence au Sando RC. Il mange de la glace après avoir pris un bain, et il demande à Tino si elle veut la goûter, mais elle ne veut même pas la regarder car elle pense qu'il a tué des orques pour boire leur sang. Il se repose sur son lit, mais Liz lui dit qu'elle veut dormir à côté de lui. Alors Citri sort de sa cachette et lui dit de rester loin de lui. On apprend que la salle de bain est reliée à sa chambre, et Liz se rend compte que Citri prévoyait aussi de faire son geste, mais il les ignore et va se coucher. Arnold et les autres trouvent la potion qui attire les monstres, et ils se demandent qui l'a laissée là, mais ils voient la horde d'orques approcher, alors ils se préparent au combat. Ils se rendent compte que les orques sont blessés, alors ils se demandent ce qui se passe, mais Arnold leur dit de faire attention car il sent que quelque chose ne va pas. Les orques deviennent fous furieux et ils chargent, alors Arnold et les autres se défendent,
mais il pleut soudainement du feu et les orques sont anéantis. Ils se rendent compte qu'un esprit du feu est apparu et Arnold est en colère de devoir combattre d'innombrables créatures juste pour atteindre Kree. Le lendemain, Kree emmène Tina au café, mais elle pense que tous ceux qui l'entourent sont des orques. Il lui dit que l'entraînement de Liz est difficile, mais il pense qu'elle se débrouille bien. Il lui assure que Liz et Citri ne l'intimident pas, et elle mentionne qu'elle le sait déjà. Mais elle lui pose des questions sur son épreuve, lui disant qu'elle n'en peut plus. Elle se demande quand les orques vont se montrer, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle, et elle commence à perdre le contrôle. Mais elle entend deux filles parler de la façon dont les orques ont été réduits en cendres, et elle s'excuse auprès de Cry, car elle ne l'a pas cru quand il a dit qu'il partait en vacances. Les gens retirent le drapeau rouge et ils accueillent Arnold comme leur héros car son groupe a vaincu les orques et l'esprit du feu. Mais ils se demandent pourquoi il a dû combattre autant de monstres alors qu'il voulait juste rattraper Cry. Cry et ses amis se rendent compte que les gens accueillent leur héros et ils voient que c'est Arnold. Alors Liz l'appelle et le remercie d'avoir vaincu les monstres. Il se met en colère en entendant ça et elle part avec Cry pendant qu'Arnold essaie de les suivre, mais un groupe de femmes l'entoure et elles travaillent ensemble pour le faire tomber. Cry s'échappe avec ses amis et il se rend compte qu'Arnold va venir après eux, mais Citri pense qu'il ne les rattrapera pas. Cry se rend compte que ses vacances sont gâchées et il pense qu'il devrait éviter les routes principales afin qu'ils puissent échapper à Arnold. Alors il dit à tout le monde qu'ils passeront par les montagnes, et Liz et Citri pensent que les vraies vacances sont sur le point de commencer, mais Tina était inquiète car elle sait qu'il y a des monstres dangereux dans les montagnes. Ils continuent leur voyage pendant que Killium et le mangeur de malice massacrent les monstres sur leur chemin, et Citri parle à Cry des démons géants perdus qui vivent dans les montagnes. Elle note qu'ils sont comme des ogres, mais il n'y a que quelques témoignages à leur sujet car les chasseurs qui les combattent ne vivent généralement pas pour raconter l'histoire. Liz mentionne qu'elle veut se battre à l'extérieur, mais elle note que Cry leur a dit qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la violence, alors il lui dit que c'est bon de vaincre les monstres. Elle invite Tino à chasser les monstres avec elle et Cry lui dit d'utiliser le masque, mais elle se précipite dehors car elle ne veut plus le porter. Après avoir vaincu les monstres, Liz mentionne qu'elle se sent mieux et note qu'on commence enfin à avoir l'impression que ce sont de vraies vacances, mais on voit que Tino et les aides sont épuisés. Ils atteignent une bifurcation sur la route où ils voient un panneau qui pointe vers la gauche et les aides pensent que ça a l'air suspect, mais Cry décide de le suivre car il pense que le chemin a l'air agréable. Pendant ce temps, l'ami d'Arnold se demande pourquoi il court toujours un danger, et Chloé pense que c'est à cause des épreuves de Cry, révélant qu'il est célèbre pour tester les chasseurs afin de les aider à s'améliorer. L'homme ne croit pas que les orques et les élémentaires faisaient partie de son plan, mais Gilbert et Ruta mentionnent qu'ils ont vu ce dont Cry est capable, alors il pense qu'il peut le faire. On revient à Cry qui pense qu'ils ont fait le bon choix car ils n'ont pas vu de monstre après avoir tourné à gauche. Il suggère de camper pour y passer la nuit, et Citri mentionne qu'elle préparera le dîner pour tout le monde, lui disant que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas campé dehors avec lui. Il part chercher de l'eau, et Liz décide de l'accompagner, ce qui rend Citri jalouse. Cry atteint un lac où il commence à prendre de l'eau, mais Liz sort soudainement un monstre et le salue. Il peigne ses cheveux, et elle est contente d'avoir décidé de l'accompagner, lui disant qu'elle fera de son mieux pour rendre Tino plus forte. Elle profite de son moment avec lui, mais ils entendent soudain une explosion, et elle est en colère que ça ait gâché l'ambiance. On voit Killium combattre un monstre, et Tino essaie de le poignarder par derrière, mais il disparaît soudainement. Il est sur le point de la frapper, mais Liz bloque son attaque et Citri le reconnaît comme un démon géant perdu. Elle révèle qu'il a déguisé la route pour la faire paraître sûre, mais le démon les suit depuis qu'ils sont entrés sur son territoire, et il jette une pierre sur Cry. Mais Liz l'attrape et la renvoie avec une force énorme, en voyant le démon s'écraser contre les rochers. Mais elle se rend compte qu'il est toujours vivant, et Citri note qu'il est résistant aux attaques physiques, pensant qu'il ne les laissera pas tranquilles car il est persistant. Mais Cry note qu'il n'est pas nécessaire de rester et de se battre, alors il décide de s'échapper avant que le démon ne se rétablisse. Le groupe d'Arnold arrive à une bifurcation et il voit un dessin sur un rocher, ce qui lui fait croire que Liz se moque de lui. Chloé remarque que la route à droite est plus sûre, et prendre l'autre chemin ne leur fera pas gagner beaucoup de temps. Mais Arnold décide d'aller à gauche quand même, car il sait qu'il peut y trouver Cry. Liz remarque que le démon les suit toujours, et Citri révèle que les démons géants perdus aiment faire souffrir leur proie, pensant qu'elles peuvent s'échapper si elles utilisent quelqu'un comme appât.
Mais elle ne veut pas sacrifier ses assistants car elle les trouve utiles, alors elle pense à utiliser sa potion, disant qu'ils peuvent s'échapper pendant que le démon torture les monstres qui l'attirent. Mais elle note qu'ils doivent être prêts au cas où les monstres les attaqueraient à la place, et Cry pense qu'ils iront bien, mais Tino s'inquiète qu'ils puissent mourir. Après cela, nous avons appris que leur plan ne s'était pas bien passé, et ils ont installé un camp après avoir vaincu les monstres, mais Citri note qu'ils ne peuvent plus sentir le démon. Tino n'arrive pas à se détendre car elle a peur des ombres, mais Cry lui dit de tenir le masque en pensant que cela pourrait l'aider à l'avenir. Mais ils entendent soudain les assistants crier alors que le mangeur de malice s'approche d'eux, et Cry pense qu'ils ont déjà assez souffert. Black va chercher de l'eau pour le mangeur de malice et commence à se plaindre de son travail, mais elle voit Cry parler à Citri qui tient une clé. Le groupe d'Arnold voit le camp de Cry, et il pense que c'est un piège, mais Arnold veut quand même aller voir. Le démon le voit et réalise que c'est un combattant capable, pensant qu'il pourrait être capable de vaincre Liz, alors il décide de le conduire à Cry. Arnold voit son ombre et pense que ce doit être Liz, alors il le poursuit. Cry et ses amis voient le groupe d'Arnold approcher, mais ils ne sont pas inquiets et le démon apparaît déguisé en Arnold. Mais Cry réalise que ça a l'air bizarre et il commence à lui poser des questions car il veut savoir si c'est vraiment Arnold. Mais il se met en colère et menace de le tuer, ce qui fait penser à Cry que c'est vraiment Arnold, et il commence à faire une crise, alors Cry s'excuse pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Le vrai Arnold apparaît, mais Cry pense que c'est l'imposteur, alors il se met en colère et attaque Cry, mais sa relique le protège. Arnold est surpris qu'il ait pu réfléchir son coup le plus fort, et le démon essaie de partir, mais Liz et Citri se mettent en travers de son chemin, alors il retire son déguisement et se prépare à les affronter. Cry n'arrive pas à croire que c'était vraiment l'imposteur, et Arnold est en colère d'être tombé dans ses pièges, alors il se prépare à frapper avec son épée de foudre. Mais Cry voit Tino derrière lui, alors il la serre dans ses bras pendant que sa relique le protège, et Arnold réalise que ses attaques n'ont aucun effet. Il demande à Cry pourquoi il ne riposte pas, alors il explique que c'est parce qu'il a la foi. Mais Arnold pense que sa réponse n'a aucun sens, et nous avons appris qu'il essayait juste d'avoir l'air cool. Mais sa relique semble avoir atteint sa limite, et Arnold était sur le point de l'achever. Mais Tino lui fait un croche-pied, alors il lui dit de se pousser. Elle mentionne qu'elle protégera son maître, et il lui dit qu'elle ne peut pas le vaincre, mais elle porte le masque pour améliorer ses capacités. Il essaie de prendre le contrôle de son corps, mais elle parvient à le contrôler, et son corps se transforme alors qu'elle devient plus forte. Elle repousse Arnold et Cry est impressionné qu'elle ait pu faire ça, pensant qu'elle est comme un super-héros. Tina se réveille dans la calèche et Cry lui dit de ne pas bouger, car son corps ne pouvait pas supporter la puissance de la relique. Il révèle qu'elle a pu tenir tête à Arnold, mais elle l'a quand même perdu car il est plus fort qu'elle, et elle se demande ce qui est arrivé au démon. Alors Liz révèle qu'ils l'ont vaincu, mais ils n'arrêtaient pas de revivre, alors ils ont décidé de partir pendant que le groupe d'Arnold le combattait. Tino est triste d'avoir perdu le combat, mais Cry lui dit que ce n'est pas grave, révélant que Liz a également perdu d'innombrables fois avant de devenir une excellente chasseuse. Il pense qu'elle s'améliorera à l'avenir, et elle est déterminée à devenir plus forte, afin de pouvoir rejoindre les âmes en deuil. Nous voyons que le démon a été vaincu, et Chloé pense à tout ce qui s'est passé, réalisant que tout le monde est devenu plus fort grâce aux monstres qu'ils ont combattus. Elle sait que le groupe d'Arnold est devenu populaire grâce au village qu'ils ont sauvé, et elle pense que tout cela est grâce à lui, car ces épreuves les ont aidés à s'améliorer. Arnold note qu'il devrait continuer à chasser Cry après avoir réparé leur calèche, et Chloé pense qu'il va au palais de la nuit, alors il décide d'y aller. Il réalise que l'endroit est terrifiant, mais Chloé est sûre que Cry a dû venir là car les âmes en deuil essaient de le terminer depuis longtemps. Alors il décide d'explorer le palais, mais nous apprenons que Cry et ses amis sont en fait allés se détendre dans une source chaude.